Bonsoir, bonne nuit. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo et disons-le comme ça, on va essayer de donner un nouveau souffle à la chaîne et disons que celui-ci sera quand même malgré tout plus mesuré puisque je ne reprendrai pas un rythme aussi soutenu que les fois précédentes à faire 2 à 3 vidéos par mois. Donc on essaiera quand même. Puis voilà. Donc, comme vous voyez, en tout cas pour l'heure, ce qui va nous intéresser sera une étude de partie professionnelle et plus précisément, on s'intéressera sur le jeu de Kato Masao. Et pourquoi le choix de cette partie précisément? Disons qu'il y a 2 raisons, une personnelle et une autre plus, disons, globale, en tout cas vis-à-vis du jeu historique. Alors, pour le regard, on va dire plus personnel, simplement, il s'agit de la première partie que j'ai pu étudier, du coup, donc à mes débuts, lorsque j'étais un Q. Et justement, autour de cette partie, j'ai pu construire beaucoup de choses, pour ne pas dire la plus grande partie en fait des choses, justement sur ma compréhension du jeu. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'informations que je tire de celle-ci, notamment comment comprendre la stabilité d'un groupe et toutes ces choses-là. Et justement, comme cette partie, j'ai pu la commenter à l'époque, justement, au début de comment on pourrait dire ça, à mes débuts simplement. Eh bien justement, j'ai laissé les variations et j'ai pu les commenter malgré tout. Et il sera question alors de justement croiser ces différents regards. Pourquoi cela? Justement, je pense que ça peut être intéressant dans la mesure où, comme je vous l'avais déjà dit, lorsqu'il s'agit d'étudier le jeu, ou même de jouer une partie, on ne peut pas se contenter d'être passif, et justement, il faut alors être actif pour comprendre la réflexion posée derrière chaque coup. Chaque coup, sous-entendu que ce soit les vôtres ou ceux de l'adversaire, ou alors d'une tierce personne, comme on va pouvoir le voir ici. Et justement, dans ce regard actif, on va pouvoir le voir, les coups qui seront proposés, les variations que je peux être amené à vous proposer, ne sont pas nécessairement les mêmes que celles que les professionnels peuvent avoir en tête. Justement, comme il s'agit d'une partie très largement commentée, je vous inviterai dans ce cas-là à regarder les liens des différents articles sur lesquels j'ai pu m'appuyer pour construire la bibliographie, et vous verrez que justement, le discours qui est tenu par rapport à certaines variations, et même celles-ci, sont différentes des miennes et peuvent parfois même, si ça se trouve, s'opposer. Et justement, un commentaire, comme on le voit, un seul regard ne peut pas suffire à englober justement l'entièreté de la partie. Cela semble un peu une évidence, mais néanmoins, je pense que c'est pas mal de le répéter, et là, de cette façon, on pourra le voir de manière plus concrète. Et pour cette autre raison, on va dire, que j'ai pu brièvement dresser, c'est-à-dire que je disais plus global ou historique, c'est que justement, le joueur qui va nous intéresser, Kato Masao, est en fait un joueur qui va donner, disons-le comme ça, un nouveau souffle dans le monde du Go. Et justement, cette partie fait date puisqu'elle est considérée comme la partie donnant ce tournant, ce changement de réflexion du jeu de Go au Japon. Donc, pour vous introduire en quelques mots finalement Kato Masao, en fait, Kato Masao est un joueur professionnel de Go japonais, né justement, comme je le disais, au Japon, par conséquent, le 15 mars 1947. Et il entre dans l'école de Kitani Minoru en 1969 avant de passer professionnel lors de l'année 1964. Et disons que pour témoigner, comme une preuve finalement de l'importance de ce joueur, mais également de sa force, justement, qui en fait en partie son importance, il est l'un des rares joueurs à cette période, c'est-à-dire jusqu'au début des années 2000, à comptabiliser plus de 1200 victoires. Plus précisément, il en comptabilise 1235 pour 664 défaites. Et ce constat est d'autant plus significatif dans la mesure où justement à cette période, les joueurs professionnels pouvaient rester en activité dans une longévité proche de 78 ans, à parfois même plus de 90 ans, notamment pour Gosseigen. Cependant, pour Kato Masao, lui, va décéder malheureusement en fait le 30 décembre 2004, soit à l'âge de 57 ans. Donc c'est dans un temps réduit qu'il réussit en fait à faire cet exploit de comptabiliser autant de parties. Et c'est justement cette force en fait qui va lui permettre, quelques mois avant son décès, d'être élu en fait à la tête de la Nihon Ki-in. La Nihon Ki-in, si vous voulez une idée, c'est l'association principale de Go japonais qui justement organise le bon déroulé des tournois prestigieux, mais également fait autre chose,
c'est-à-dire justement par le système de l'ETI, va donner un classement national des joueurs professionnels, mais également assurer leur promotion. Ce système de l'ETI, justement, lorsque Kato Masao va être élu à la tête de la Nihon Ki-in, va être réformé, et il y a également une autre réforme qu'il aura faite, qui montre quelque part finalement sa confiance dans le jeu et aussi peut-être quelque part, on va dire, sa compréhension, puisqu'en fait, celle-ci nous impactant directement, il va être celui qui va augmenter le komi au Japon de 5,5 à 6,5. Et comme vous le savez, notamment par la FFG, le Go français est fortement impacté par la Nihon Ki-in qui est en affiliation. Donc justement, voici à qui nous devons ce komi de 6,5 notamment. Et justement, quand je parlais de ce nouveau souffle, en fait, c'est-à-dire que pour être plus précis, Kato Masao est considéré comme étant l'initiateur justement de ce souffle à travers une période historique, quelque part, qu'on appelle la nouvelle vague. Donc la nouvelle vague, quelque part, c'est un mouvement dans le monde du Go qui prend part, en fait, dans la période moderne. C'est-à-dire que la période moderne, comme j'ai déjà pu vous l'expliquer, débute dans le début milieu années 30 et se poursuit jusqu'en 2015, ou alors si vous préférez, disons jusqu'en début 2016, une fois que l'intelligence artificielle a été en mesure de battre les joueurs professionnels, et alors s'est développé, s'est construit un nouveau langage par rapport au jeu de Go, dérivé finalement de cette compréhension de l'intelligence artificielle. Et justement, dans ce mouvement de la nouvelle vague, celle-ci va débuter en fait plus précisément par rapport à cette partie du coup en 1969. Et contente en fait avec Kato Masao, nous pouvons prendre en compte également Shoshi-kun, Kobayashi Koshi, Takemiya Masaki, Rikayo et Otake Hideo. Tous étant surnommés par les médias comme étant les 6 super. Eux tous forment en fait, représentent cette nouvelle vague au Japon. Et cette nouvelle vague pourrait en fait se caractériser d'une certaine manière, c'est-à-dire une volonté du joueur à vouloir rendre le jeu singulier. Plutôt que singulier, disons personnel. Comment cela, en fait, peut s'expliquer? Déjà, en premier lieu, parce que, comme on peut le constater, beaucoup de ces choses, de ces changements dans le monde du Go, et notamment influés ou dérivent alors des médias, eh bien justement, si avant cela, les photographies des joueurs, lorsqu'ils jouaient une partie, pouvaient se faire où justement chacun des deux joueurs était opposé à chaque extrémité du cadre, tandis que le Goban était au centre du plateau, montrant finalement la réflexion du jeu et effaçant du coup, justement, aux extrémités, comme je le disais, la personnalité des joueurs. Et bien ici, comme vous le voyez avec cette photographie notamment, on essaie de dresser un portrait du joueur lorsqu'il joue. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de simplement représenter le joueur, mais on pense quelque part, dans une certaine mesure, montrer le jeu de l'adversaire simplement en montrant son visage ou son expression. Et de manière plus concrète, en fait, cette nouvelle vague peut alors se caractériser en fait ou s'identifier finalement par une conviction que ces joueurs en fait auront, c'est-à-dire une interprétation vis-à-vis de la règle liminaire au jeu de Go, c'est-à-dire ne pas laisser de groupe faible. Donc, pour exemple, Shoshi-kun, lui, va veiller à la stabilité de ces groupes. Comment? En adoptant finalement, en se concentrant, s'orientant dans une recherche de base de vie. Et cela va alors donner un aspect, disons-le comme ça, territorial à son Go. Mais en fait, il s'agit en fait d'une incidence. L'objectif, comme Shoshi-kun a déjà pu le répéter plusieurs fois auprès des journalistes, n'est pas de donner à son jeu un visuel territorial. C'est simplement une manière de respecter la règle fondamentale au jeu de Go, ne pas laisser de groupe faible. Et comme on avait pu le voir avec la séance dernière, Takemiya Masaki, lui observant cette règle, va en fait voir l'enfermement comme étant un synonyme finalement de survie et donc un délaissement de ses groupes. Donc pour éviter ce rendu, va alors refuser l'enfermement, chercher l'activité, comment? En orientant ses pierres naturellement vers le centre. Mais alors peut se déclencher un visuel, un aspect plus proche de ce qu'on appelle du coup le Go cosmique ou alors du Moyo. Et comme vous le voyez, pour Takemiya Masaki, ce n'est pas du tout l'objectif. C'est simplement une manière d'observer la règle liminaire du jeu de Go. Et la question va alors se poser, c'est-à-dire comment, chez Kato Masao, ce respect de la règle en fait liminaire s'effectue dans ces parties? Eh bien, à ce moment-là, en fait, il faut alors attendre 1978 et la publication de l'ouvrage Attack and Kill, dans lequel Kato Masao va expliciter sa pensée. C'est-à-dire que dans cet ouvrage, il va partir d'un constat
qui est également quelque part, on pourrait dire, un paradoxe pour lui, c'est-à-dire que selon lui, dans toute partie, on retrouve des conflits, des combats et des attaques. Et prenant cette récurrence en compte, l'attaque devrait être alors au centre de notre jeu, elle devrait construire la stratégie même. Et en somme, on pourrait le dire d'une autre manière, c'est-à-dire une obligation finalement réciproque, c'est-à-dire d'attaquer les groupes faibles. Si en effet il faut stabiliser nos groupes, si l'adversaire ne le fait pas, dans ce cas-là, il y a obligation à sanctionner. C'est une autre manière de comprendre cette règle liminaire. Et d'ailleurs, en ce sens, en fait, justement, pour se questionner quelque part sur le visuel que peut donner Kato Masao lors de ses parties, dans ce respect finalement quelque part de ne pas laisser le groupe faible et donc attaquer ce qui est faible, eh bien, il est réputé pour avoir été l'un des plus, disons-le comme ça, des plus grands utilisateurs du Fuseki chinois. À la différence, en vérité, qu'il n'aura pas joué le Fuseki chinois traditionnel, mais le Fuseki chinois dit haut. Alors, ici, on va redire quelques mots à ce sujet, puisque il semblerait qu'il y ait toujours cette confusion qui soit présente. C'est-à-dire que le Fuseki chinois, qu'il soit haut ou bas, n'a pas plus ou moins une recherche de territoire ou alors d'influence. Et j'entends encore trop souvent justement des joueurs expliquer que cette formation vise à faire une influence, à développer le centre. Or, ce n'est pas du tout le cas. Le principe d'un Fuseki chinois, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire construire une liaison entre les pierres qui donne alors un climat favorable. Et ainsi, invitant le blanc à entrer sur ce bord, va donner par l'attaque des positions qui lui sont favorables de façon à construire du territoire sur les bords adjacents. Donc ici en l'occurrence, le nord et le sud. Il n'y a pas cette recherche en fait de développer du moyo ou alors de l'influence. Ça n'a rien à voir avec un Senresai. La seule différence en fait avec le Fuseki chinois en Q9, c'est qu'en fait, selon notamment Wang Zhu, on appelle ce Fuseki comme étant le Fuseki dit agressif. Pourquoi? Tout simplement parce que les variations vont légèrement changer et alors va se créer quelque chose, c'est-à-dire des attaques un peu plus longues sur la tenue. Par ce changement, on va dire, de variation. Mais l'objectif n'est toujours pas de réussir à faire un moyo ou une influence comme beaucoup de joueurs ont encore tendance à le dire aujourd'hui. Et justement, dans cette recherche quelque part d'attaque, et on constate ici finalement une explication de Kato Masao, qui est ici beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire œuvrer dès le début de ses pierres, dès ses premiers coups, à un climat favorable à opérer un mouvement d'attaque. Et justement à cela, il va falloir ajouter quelques mots, c'est-à-dire que dans cette recherche d'attaque, justement, Kato Masao va obtenir très rapidement une réputation, un surnom, disons-le comme ça, celui qui peut varier selon les médias, c'est-à-dire Kato Masao dit le tueur, ou alors Kato Masao dit le boucher. Cela varie comme j'ai pu vous le dire. Et justement, pour montrer cela, puisque c'est très jeune, justement, quelques années après son élection en tant que joueur professionnel, sa réussite justement, eh bien, cela peu de temps après, c'est-à-dire plutôt 4 ans, il va déjà obtenir ce surnom. Comment? Notamment par cette image que je vous montre, qui est en fait une photographie qui a été prise par le magazine Kido en 1968. Et ici, on représente en fait une image de Kato Masao qui a alors 21 ans pour expliquer en fait son arrivée prochaine dans la ligue Oninpo. Pourquoi cela? Eh bien, la raison est simple, c'est-à-dire qu'il a obtenu le prix Shusai. Le prix Shusai est un des titres les plus prestigieux au Japon, des prix les plus prestigieux au Japon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avant lui, seuls 2 joueurs sont parvenus à l'obtenir, alors qu'il s'agit de la 5e fois qu'il est décerné. Le premier joueur étant Saketa Eyo, qui l'a obtenu par 2 fois, et Rinkayo l'ayant également obtenu par 2 fois. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un jeune joueur qui se fait une réputation déjà très rapidement, en pleine progression également, qui entre déjà dans un circuit très fermé parmi les meilleurs professionnels. Et justement, il va obtenir cette réputation de tueur à cause d'une chose principale, c'est qu'il va avoir cette faculté à être en mesure de tuer de grands groupes lors d'une partie. À cela, on pourrait dire qu'il n'y a rien de très étonnant à pouvoir tuer des groupes lors d'une partie. Cela est vrai. Cependant, lorsque cet exploit devient finalement une récurrence dans son Go, ça
fait déjà quelque chose de beaucoup plus remarquable. Mais également, ce qui est à souligner, c'est que lui est en mesure de le faire parmi les joueurs professionnels, mais surtout parmi les meilleurs joueurs de Go au monde à cette période. Ce qui est d'autant plus incroyable, puisque justement, ça témoigne d'une compréhension du jeu très précise, puisque, je le répète, l'attaque se fait au fondement du jeu, c'est-à-dire ne pas laisser groupe faible. Donc, il y a une compréhension des statuts du groupe et des fonctionnements des pierres qui est assez incroyable, en fait, chez ce joueur. Et, comme je le disais, si Kato Masao peut être un joueur débutant sa carrière de professionnel de manière assez exceptionnelle, l'adversaire qui va lui faire face pour cette partie en 1969 est non moins exceptionnel, puisque justement il s'agit de Sakata Ayo. Et si on veut un parallèle justement en reparlant de l'année 1968, Sakata Ayo en fait a réussi un exploit durant cette année, au cours de cette année, c'est-à-dire obtenir les 7 titres majeurs au Japon. Un exploit qui n'a pas été réédité de manière, on va dire, concrète par un autre joueur que Yamayuta, de manière beaucoup plus actuelle. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment est-ce qu'il a réussi à obtenir cette capacité, ces titres. Eh bien, justement, à cause d'une chose, c'est-à-dire que sur 30 parties, il n'en a perdu seulement que 2. C'est-à-dire qu'il a réussi un palmarès de 28 victoires au cours d'une année, ce qui est proprement incroyable. Je crois que le seul joueur ayant réussi à faire cela, à échelle mondiale, j'entends, si j'ai bonne mémoire, ce n'est même pas Lee Sedol, parce que je crois qu'il s'est stoppé à 24 victoires. Donc, il me semble... Non, même pas, je crois pas, parce que Shinjin Tsuo a réussi à obtenir une série de victoires de 27. Il n'a pas réussi à comptabiliser 28 victoires à l'année. Mais en même temps, ce qu'il faut bien remarquer, c'est-à-dire que Shinjin Tsuo ne joue pas seulement une 30aine de parties à l'année. On est plus proche, en vérité, d'une 50aine quand même. Mais ça n'empêche néanmoins qu'on a un adversaire, apparemment, avec Sakata Ayo, qui est supposé être au mieux de sa forme. Ce qui en vérité n'est pas tout à fait le cas, puisqu'il ne possède plus tout à fait les 7 titres. Et à cause d'une certaine raison, en 1969, mais cela va, disons, inciter les médias à relayer un nouveau surnom derrière Sakata Ayo. C'est-à-dire qu'on parlera de certains médias parleront de Sakata Ayo comme étant le 10e dan. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'existe pas de 10e dan, en vérité. Le palier s'arrête à 9e dan. Or, en fait, si dans le Go contemporain et disons à la fin de la période moderne, on peut décerner ce titre de manière symbolique, notamment par l'acquisition au Japon d'un des 7 titres majeurs, lui l'a obtenu simplement parce qu'on estimait son niveau comme étant celui d'un 10e dan. Donc on est vraiment sur un joueur qui, là également, relève de l'exception. Mais, comme je le disais, en fait, peut-être que, disons-le comme ça, Sakata Ayo n'était pas au mieux de sa forme durant cette partie. En tout cas, c'est ce qu'il va confesser à la fin de la partie. Et pourquoi cela? Eh bien, il faut bien comprendre que lors de cette partie, en fait, Sakata Ayo va croiser le regard et le visage finalement de Kato Masao, et les premiers mots qui vont être dits par lui, notamment avant même que le premier coup soit posé, c'est « Mon adversaire n'était-il pas censé être le jeune Ishigure Ikuro ?» Donc Ishigure Ikuro, c'est un autre joueur japonais qui a réussi à passer 6e dan en 1969. Et disons que là, comme on peut le voir, c'est-à-dire que une partie de ligue nécessite une préparation, une connaissance de son adversaire, mais également, en fait, cela aurait peut-être, selon certains médias, perturbé Sakata Ayo, puisqu'en vérité, il va prononcer cette interrogation par 3 fois, avant de se résilier à affronter un joueur dont il ignore tout. Et cette répétition, finalement, va également fortement impacter, en tout cas pendant la partie Kato Masao, qui va se sentir profondément irrité. Donc à ce moment-là, on a 2 joueurs, en fait, qui vont débuter une partie, on va dire sous des aspects qui ont l'air un peu banal, quelque part anecdotique. Cependant, quelque chose va faire... C'est pour ça que cette partie fait date, c'est-à-dire que Sakata Ayo va être conscient qu'une nouvelle génération est en fait en train d'arriver dans la scène du Go japonais. Et c'est pour ça qu'on prend cette partie comme étant la partie faisant date dans la naissance de la nouvelle vague. Et il va orienter énormément de ses commentaires durant cette partie autour d'une thématique, c'est-à-dire la vieillesse. Il se sent vieillir, il voit son jeu vieillir,
durant cette partie, alors qu'il est âgé de 49 ans. Et va en fait refuser ce vieillissement de son go parce qu'il souhaiterait en fait rester en place face à cette jeunesse qui est en train d'arriver pour continuer à l'affronter de manière un peu éternelle et continuer à progresser dans le jeu. Et quelque part, ces termes sont assez proches finalement d'un autre personnage que vous avez déjà pu entendre dans une fiction, c'est-à-dire ceux donnés par Kawabara dans Hikaru no Go, qui a été écrit par Yumi Ota et dessiné par Takeshi Obata. Et justement, cette idée de nouvelle vague montre en fait une prise en compte de l'histoire du Go au Japon dans le manga. Et s'il ne s'agit pas d'une transcription, parce qu'il serait compliqué d'estimer quel joueur incarnerait le mieux la figure quelque part de Kato Masao, eh bien il n'empêche que dans cette thématique de la nouvelle vague, qu'il répète sans cesse à la fin du manga, les dernières parties jouées, notamment celles intégralement jouées par Yashiro, mais également celles parfois d'Hikaru, excusez-moi, sont des parties jouées en vérité par Kato Masao. Donc justement, il y a une connaissance de cette période historique et, comme vous le voyez, elle ne vient pas de nulle part, même si nous, en France, on a repris ce terme de vague pour parler justement de mouvements comme celui d'AlphaGo et celui d'Hikaru no Go qui a énormément aidé à la diffusion du Go en France. Bref, pour cette partie qui va nous intéresser, en fait, on va avoir Sakata Iyo qui sera blanc, Kato Masao, qui est alors du coup 5e dan professionnel, sera noir, et le komi est de 4,5. Donc, je vais vous montrer les premiers coups pour commencer, et juste un instant, je vous prie. Donc, comme vous le voyez ici, déjà, on a une application directe de l'objectif de Kato Masao. C'est-à-dire qu'ici, on recherche encore une fois le dynamisme du jeu pour créer l'attaque. Là, Noir délaisse en partie les points du coin pour se centrer sur la synergie entre ces pierres. Donc déjà, il donne de la valeur au bord nord pour créer un climat en fait qui sera favorable pour lui lorsqu'il choisira d'attaquer. Et à ce moment-là, disons qu'il y a différents go à proposer et disons que la réponse la plus usuelle serait probablement la prise du coin. À ce moment-là, on pourrait imaginer que Noir récupère un Shimari et disons qu'à l'époque, en tout cas, je pensais que Blanc pouvait répondre de cette manière et j'estimais en fait que le résultat était globalement acceptable. Aujourd'hui, je suis moins d'accord avec ceci. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'en fait, le suivi de Noir déjà sera beaucoup trop clair en R6, bien que je pense qu'il prendrait d'abord un Shimari en P16. Mais il y a une chose, c'est-à-dire que le suivi de Blanc est positionné où? Eh bien en A. Et à ce moment-là, le coup ici n'a pas un suivi clair. Pourquoi? Parce que si le bord qui était intéressant était le bord justement à l'ouest, eh bien dans ce cas-là, on aurait imaginé un Shimari en 1 pour donner un suivi plus puissant en continuant de valoriser le bord en 4-3. Donc ici, comme le suivi est trop faible, dans ce cas-là, j'estime que ce coup-là est une erreur et je pense même que dans ce cas-là, le coup en C6 serait davantage intéressant pour le blanc. Ce que je pouvais déjà proposer à la période. Mais je pense toujours pas qu'il s'agisse du meilleur coup. Justement pourquoi? Parce que peut-être que c'est quelque chose d'assez inconcevable justement de laisser la capacité au noir de récupérer un Shimari, un deuxième Shimari. Et à ce moment-là, si blanc essaie de faire la même chose, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la position, en fait, est déjà favorable au noir. Pourquoi? Parce qu'il possède plus de territoire et possède également l'initiative. Donc noir n'a qu'à simplement, en fait, essayer de continuer à développer ses pierres pour essayer de grandir ses capacités, vu qu'il a déjà autant de points que le blanc. Ce qui est, disons, regrettable dans la mesure où le komi étant plus faible qu'aujourd'hui, ben blanc, en vérité, se créerait probablement en retard. Et si noir, par exemple, devait être amené à jouer un coup à l'épaule comme ici, les suites locales, en fait, pour le blanc sont, disons, relativement faibles. Pourquoi cela? Si on imaginait déjà en premier lieu le coup en A, noir, dans ce cas-là, pourrait simplement reculer, et comme vous le voyez, il y a un intérêt qui est très fort développé par le noir. Et là, justement, ça devient compliqué pour blanc d'envisager quelque chose. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'il envahira, il pourra déjà être soumis à une attaque. Ça ne veut pas dire que la partie est perdue, c'est simplement que je pense que blanc se met en retard. Et justement, comme on le voit, blanc reste surconcentré sur le même bord, alors que noir est déjà présent sur deux bords, en restant stable à chaque fois. Donc je pense que ce coup-là serait en fait une erreur. Et si on imaginait le coup en B, dans ce cas-là, il y a plusieurs choses à imaginer. Disons que
le coup en 2 peut sembler intéressant. Je pense aujourd'hui qu'il s'agirait plutôt d'un coup de gourmandise. C'est-à-dire estimer que Q7 a été un bon échange pour le noir par rapport à la réponse de blanc en B, puisqu'il surconcentre le blanc sur une seule région du plateau. Et dans ce cas-là, réopérer le même mouvement. Cependant, je pense malgré tout que le meilleur coup serait simplement de revenir à cet avantage territorial. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant, il n'y a plus de direction intéressante pour le blanc excepté au sud. Comme vous voyez ici, blanc aurait envie d'empêcher le noir de prendre son extension primaire. Cependant, il ne s'agit pas d'une bonne extension au vu de la formation en C6. Et par conséquent, le go devient assez capricieux pour le blanc. Et à ce moment-là, en fait, noir pourrait continuer cette idée de grandir en fait ses capacités de jeu. Et comme vous le voyez, ce coup ouvre finalement à une faiblesse en 1. Ce qui serait assez catastrophique pour le blanc de laisser le coup en 1, puisque justement, noir continuerait de surconcentrer, forcer l'investissement des pierres de blanc pour un coin qui n'est somme toute pas si énorme. Mais malgré tout, il y a encore cet enjeu qui revient, c'est-à-dire que noir pourrait refaire la même chose, continuer de développer une grande partie du plateau. Donc si blanc en fait devait alors jouer dans la direction, probablement qu'il se résoudrait à jouer un coup comme ça, et disons qu'à ce moment-là, je pense qu'il y a 2 coups qui sont alors envisagés pour le noir. Plutôt 3. C'est-à-dire, je pense que je voulais mettre par ordre de préférence. Oui, je pense que ça c'est mieux. Et ici. Noir a un suivi qui est un peu trop simple à donner, et comme vous le voyez, en fait, si je propose des coups comme A et C, c'est simplement parce que noir a juste à fixer les positions maintenant. On peut déjà commencer une partie de C. Noir est déjà en bonne avance territoriale. Donc, pour toutes ces raisons, je pense malgré tout que mon jugement était peut-être erroné ici. En tout cas, c'est ce que je crois. Et du fait, justement, si je vous ai expliqué que tout ceci semblait inconcevable, la réponse que je me dis, c'est que dans ce cas-là, si noir vient à l'épaule, blanc devrait alors jouer une pince. Alors pourquoi je préfère cette pince-là à une autre, si je dois pincer la position noire? C'est juste une question de forme en fait. C'est-à-dire que, si vous imaginez cette séquence usuelle en fait, le point vital est positionné ici pour le noir. Tout simplement parce que si noir vient ici, il ne peut plus séparer le blanc en bonne forme. Il va devoir faire une mauvaise forme. Ou en tout cas avoir une forme qu'on appelle sévère, si celle-ci n'est pas mauvaise, comme ici. Sauf qu'ici, comme vous le voyez, le résultat ne semble pas bon pour blanc. Pourquoi? Parce que blanc, en fait, a affaibli sa pierre. Elle possédait 4 directions, elle ne possède plus que 3. Donc on constate alors que R9 a justement abîmé cette pierre. Et il faut revenir à ce qui a permis au noir de jouer R9. Et bien justement, c'est le coup en R7. Et par conséquent, par théorie, on va préférer jouer la pince directement sans avoir à faire les échanges. Et à ce moment-là, en fait, disons que si noir essaie de continuer à maintenir le blanc dans cet espace, justement ne pas le laisser se relier, malgré tout sur un bord intéressant, bien dans ce cas-là va se déclencher un go légèrement capricieux, c'est-à-dire que là, blanc ok arrive à se stabiliser, mais s'il a, disons-le comme ça, s'il a réussi à désorienter les directions du noir, n'empêche qu'il possède toujours moins de territoire et n'a pas de bord facilement développable ici. Donc je n'aime pas la partie ici pour le blanc. Et c'est pour ça que justement que je pensais à l'approche directement en P17. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne joue pas P16? C'est toujours la même réponse, c'est-à-dire que lorsqu'on joue P16, c'est qu'on envisage de simplement s'installer sur le bord, et que ça ne nous dérange pas de laisser le coin, comme j'avais déjà pu le dire. C'est pour ça qu'on fait l'approche haute. Cependant, si blanc fait cela, en quoi le bord est intéressant en or? Ben, pas en grand-chose, puisque comme vous voyez, quand blanc prend l'extension, alors que ce jeu c'est qui sert juste en fait à détruire les positions, elle sert rarement à faire des points, même si cela peut arriver, et ben en fait, vous voyez que justement, noir ne va pas chercher à développer le nord, puisque justement l'extension première de son Shimari est sur le bord à l'ouest. Donc ce serait une erreur de direction. Et justement, on pourrait envisager plutôt comme ça, une approche basse. Et à ce moment-là, blanc se stabilise et noir peut continuer en prenant un 5-5. Donc, disons que prendre le point directement, je suis pas certain que ce soit forcément quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, je pense que Sakata Iyo a joué le meilleur coup, c'est-à-dire celui-ci. À ce moment-là, disons qu'il y a plusieurs éventualités de réponse pour le noir. Alors, la première chose, ce serait d'imaginer les suites locales.
Donc en l'occurrence, prenant compte de la volonté d'attaque de noir, logiquement, je pense que l'un des bons coups serait ici, retirer la direction de blanc. Et blanc alors viendrait sortir simplement, noir viendrait s'étendre, sauf qu'à ce moment-là, blanc pourrait récupérer le coin. Et disons que je suis toujours en accord avec cette variation, c'est-à-dire que si noir, en fait, Tenuki pour jouer en D4, déjà on ignore pourquoi noir, en ce cas-là, a réussi à envisager finalement de créer un autre groupe potentiellement attaquable. Donc pour l'instant, je suis OK là-dessus. Mais on voit qu'on est déprimé en tant que noir. Pourquoi? C'est-à-dire que certes, on peut envisager une attaque sur le groupe en 2, qui n'est toujours pas vivant, mais la suite sera alors en C18. Cependant, vous remarquez que blanc a toujours deux directions, dont une qui est partagée avec le groupe en 1. Donc noir ne va pas réussir à avoir facilement C18. Déjà, la première chose ici qui est à remarquer. Mais il y a aussi autre chose, c'est que l'extension de base de vie qui est prise en 3 se fait en troisième ligne. Alors que justement, comme on pouvait le remarquer au début de la partie, noir cherchait à donner une position intéressante au nord. Donc dans ce cas-là, noir serait déçu, je pense, s'il devait jouer ce coup-là. Et dans ce cas-là, on pourrait imaginer probablement plutôt le coup en B. Alors le coup en B, c'est, disons-le comme ça, le coup qui semblerait le plus naturel à jouer. Aujourd'hui en tout cas pour le moment. Et on pourrait imaginer quelque chose dans ce coup-là. Alors à l'époque, je préférais ce coup-là, en déclarant que c'était une bonne synergie pour le noir. Aujourd'hui, notamment à cause de la partie qu'on a pu voir ensemble de Ganan Iseki, je pense que P16 aide mieux à la synergie dans ce genre de position que le coup en L17. Mais malgré tout, je suis pas certain que ce soit intéressant pour le noir. Pourquoi? Ben, si blanc, en fait, a le temps de récupérer le nouveau coin, certes, les directions sont assez claires pour noir, jouer en B ou en A. Aujourd'hui, je penserais que le coup en C est plutôt une erreur. Mais il y a également un autre coup qui apparaît, c'est-à-dire ici le coup en D13. Alors le coup en D13, la question à se poser, c'est est-ce que c'est un bon coup? Je pense pas qu'il soit mauvais. À l'époque, je pensais que c'était une grave erreur, mais je pense que ça peut se jouer, mais pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on a besoin au moins d'un échange en B avant de jouer en D13. Pourquoi cela? Bien, si on imagine par exemple cette séquence, donc noir pause, venue, ici double année, ici, et c'est là qu'il faut pas se tromper, venu ici, et maintenant on récupère le point avant de donner cet échange. Et noir qui recule. Et à ce moment-là, et je suis toujours d'accord aujourd'hui, c'est-à-dire que la direction est trop facile pour blanc. Jouer un coup en A, tout simplement pour réduire la capacité du moyeu de noir et prouver que l'investissement était mauvais. Surtout qu'en plus ici, blanc récupère, comme vous le voyez, un large territoire ici. Et il pourrait le verrouiller avec un coup en E9. Donc c'est pas un résultat très bon pour le noir, mais néanmoins, si on imaginait une pierre en R6, je pense sincèrement que ce serait une bonne façon de continuer la partie. Même à une partie à égalité, c'est-à-dire un comité 6,5, je pense pas que ce soit mauvais ici. Cependant, je suis d'accord avec ce rendu, c'est-à-dire que laisser le coup en D4, pour moi, c'est l'erreur ici, dans ce que je proposais. Et dans ce cas-là, il va mieux falloir venir tout de suite récupérer le point. À ce moment-là, on a différentes propositions. Alors, ici, par exemple, je préférais l'approche haute à la basse. Toujours pareil, parce que le bord est très important ici. Comme on voit, noir pourrait, avec un coup en P16, facilement envisager un début de moyo. Mais si on imaginait la position de cette façon, avec une approche basse, je suis pas certain que ce soit quelque chose d'enviable, comme vous pouvez l'imaginer. J'arrive pas à déterminer pour qui le combat est bon. Ah, je me suis trompé, c'est pas cette pince-là, parce que si c'est celle-ci, blanc va partir tout de suite comme ça, ici, pour empêcher justement le coup en Q15. Et disons que la position est pas incroyable pour le blanc, comme vous le voyez. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à fixer tout de suite le bord nord, noir. Normalement, on va d'abord jouer la direction pour penser à son Kema, mais il possède également le coup en B en réserve. C'est-à-dire que si on poursuivait un peu la séquence, probablement qu'on pourrait imaginer quelque chose dans ce goût-là. Et auquel cas, blanc serait en retard, je pense ici. Donc, on préférerait plutôt l'approche haute et s'en suivrait une séquence possiblement banale. Et noir pourrait envahir le Sensan ici, par exemple. Et probablement, je pense que blanc jouerait le double année ici. Comme vous le voyez, pour donner le Ponuki sur le bord le moins intéressant en noir. Mais ici, en fait, c'est une simplification du jeu, je pense, pour le noir. C'est-à-dire revenir à un go territorial en déclarant qu'il possède déjà plus de territoire que le blanc. On n'est toujours pas dans l'esprit, finalement, de Kato Masao.
Et dans ce cas-là, on pourrait penser alors plutôt à un coin B. Chercher la synergie, c'est-à-dire travailler une extension depuis son mur. Et à ce moment-là, s'ensuit généralement cette séquence. Donc il y a différentes manières de penser le jeu. C'est-à-dire que je pense que le coin A est la meilleure possibilité pour blanc, mais je suis pas convaincu que ce soit un jeu facile à tenir. C'est-à-dire que si vous imaginez en A, blanc se stabilise, noir va finir le Joseki ici, en s'étendant sur le bord, et blanc peut alors écraser le noir. Noir va éviter le surinvestissement et se tentobille, et blanc continue d'écraser le noir, et à ce moment-là, il est senté. Certes, la direction ici semble facile pour noir en F3. Néanmoins, c'est une partie d'IEC. Donc, faut être conscient de ses capacités. Mais je pense néanmoins que c'est la meilleure variation qu'on pourrait imaginer. Pourquoi? Tout simplement parce que ce coup-là, je le trouve pas si exceptionnel. C'est-à-dire que si on va revenir finalement au vieux Joseki qu'on avait vu avec la partie de using, c'est-à-dire blanc, noir, donc blanc qui protège la forme, blanc qui pousse le noir, et maintenant qui joue ceci, noir qui trouve le Tetsuji pour vivre, blanc qui continue l'enfermement, noir qui va tenter de déformer et qui revient maintenant pour assurer la vie de son groupe, et blanc est alors senté pour poursuivre son ambition, ici. Et à ce moment-là, je pense que blanc est moins bon que dans la variation précédente, justement. Parce que, comme vous le voyez, il y a en fait l'approche qui est trop bonne en O3. C'est-à-dire que blanc a obtenu une force colossale, mais n'a pas encore eu le temps de l'étendre au maximum. Donc blanc a un temps de retard dans sa partie. Et je pense du coup pour cette raison que oui, c'était bien une erreur de ne pas à l'époque avoir pensé à jouer simplement ici. Mais du coup vient alors une autre possibilité qui est complètement viable également, c'est-à-dire récupérer le dernier coin de libre, comme toutes les intentions se centrent autour de ce bord. Et disons que Kato Masao va continuer un petit peu son esprit de jeunesse, on va pouvoir dire ça comme ça. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il ne récupère pas le coin de manière directe, et surtout, regardez, on a dit que ce coup-là, le Moku Azushi, servait à s'intéresser au bord plus qu'au coin. Ok, imaginons cela. Le bord, en fait, ici, fait face à une pierre blanche, donc il n'y a pas un grand développement possible. Ce qui veut dire en fait qu'ici, il y a une enclave qui est donnée par le noir, c'est-à-dire qu'il va devoir gérer un timing si blanc ne vient pas là, pour avoir le temps d'obtenir son Shimari. Et en cela, je trouve la partie un peu décevante si noir joue en E3. Et je pense qu'en effet, E3 était un coup un peu mou. Bref, blanc choisit la pince et noir va jouer un coup, on va dire, très propre à la période, c'est-à-dire ce coup-là. Alors, pour expliquer le coup qui va suivre par blanc, il va falloir que je vous parle un petit peu d'historiographie, on va dire ça comme ça, par rapport au Go moderne. C'est-à-dire que à l'époque, on estimait que si, dans ce type de position, la position de combat était nécessairement meilleure pour le noir. Vous l'avez expliqué notamment par Yilung Yang, ou j'ai Otake Hideo aussi. Otake Hideo qui avait expliqué cette position. Donc Otake Hideo qui avait cette réputation d'être le professionnel parmi les professionnels, tellement qu'il jouait des formes incroyables, en tout cas jamais de mauvaise forme. C'était assez curieux parce que justement la première partie que j'ai étudiée de lui, il a enchaîné 4 mauvaises formes à la suite. Donc j'étais un peu perturbé à l'époque quand j'ai vu cela. Mais en tout cas, il y a un problème. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs dans différents ouvrages expliquent que cette position est nécessairement bonne pour noir lorsque noir possède soit un Oshi, soit un Komoku en R16, et que si blanc en fait était positionné en R16 ou en, comment vous le dire, en Oshi, dans ce cas-là, la partie serait à peu près égale. Cependant, il y a parmi tous ces ouvrages qui déclarent cette information, aucun n'explique pourquoi, ne démontre pourquoi cette position serait forcément bonne pour noir. Parce que, justement, c'est loin d'être une évidence que la position soit bonne pour noir. Mais il n'empêche que, justement, Sakata Iyo va s'interroger sur cette position. Notamment, vous l'avez dans Modern Fuseki et Joseki, le volume 2, et justement, il va s'intéresser à ce coup. Alors aujourd'hui, on aurait tendance à penser que le coup en C14 est justement le meilleur coup. Mais déjà à l'époque, on s'interrogeait à savoir si c'était le cas ou non. Pourquoi cela? Justement parce que si noir en fait jouait ailleurs, admettons blanc dans ce cas-là, par rapport au contexte de la partie, viendrait tout de suite essayer d'aider sa position, et vous avez en fait ces 4 suites locales qui existent. Donc la première, qui est généralement la plus souvent jouée, en tout cas à l'époque, c'est simplement d'envisager quelque chose dans ce goût-là.
Et à ce moment-là, par rapport à la partie... tac tac, oui c'est bon, je vous dis pas d'erreur. On imagine cette variation. Connexion, noir comme vous le voyez déchire et blanc se relie. Et probablement que noir viendrait jouer un coup comme ça pour limiter l'edge de la pierre. Et à cette époque, on trouvait que la séquence était... Ce genre de je sais qui était nécessairement mauvais pour blanc. Pourquoi? Parce qu'il héritait en fait de deux angles vides. Cependant, en fait, il y avait un joueur qui n'était pas de cet avis, et Sakata-Io suivait justement était, comment dire, en partie d'accord avec ce joueur, c'est-à-dire Goseigen, qui pensait qu'en fait, ce n'était pas deux doubles angles vides, mais en fait, des angles vides productifs parce qu'ils ont capturé la pierre en C14. Donc, selon Goseigen, on est proche d'un je sais qui. Et justement, Sakata-Io valide cette thèse dans son ouvrage, que selon lui, c'est vraiment quelque chose de correct. Et on a également, en fait, l'intelligence artificielle qui tend à aimer, en fait, ce genre de séquence pour le blanc en général. Donc, ici, je pense que la partie pourrait se jouer, mais malgré tout, c'est pas ce qui nous intéresse pour l'heure. Comme je vous ai dit, on veut parler d'historiographie un petit peu. Donc, vient ensuite d'autres suites possibles, c'est-à-dire le coup en B. Donc là, le coup en B, faut pas se tromper, c'est-à-dire qu'il y a ce Tetsuji à connaître. À ce moment-là, blanc doit protéger la pierre de pince, sinon il ne peut plus attaquer, et noir, en fait, va directement se stabiliser. Usuellement, il est recommandé dans cette séquence de Tenuki pour le noir. Cependant, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que si la partie est extrêmement avancée, on va préférer simplement jouer en B pour gagner directement la stabilité de nos pierres, comme vous le voyez ici, et ne pas avoir de problème. Cependant, il y a aussi une autre façon de penser, c'est-à-dire que parfois, on n'a pas de sente intéressant, mais il y a autre chose qui va nous intéresser, c'est-à-dire un Shisho, ou ce Shisho qui part dans cette direction, ou alors, si ce bord-là nous intéresse. Et à ce moment-là, en fait, on a le droit de jouer en A, et blanc va essayer de séparer le noir, noir a ce coup forçant à donner, qui lui donnerait directement la vie, mais surtout détruirait une partie du coin, en plus de séparer le blanc. Donc blanc protège la forme, noir continue, pousse C, connexion, on détruit, on connecte, et à ce moment-là, comme je vous ai dit, voilà le Shisho qui se présente. Donc ici, en l'occurrence, il est bon pour blanc, et noir, en fait, pourrait envisager autre chose dans cette mesure, c'est-à-dire faire le sacrifice des pierres de cette manière. Comme ça, et on pousse encore, justement parce que c'est comme ça, si blanc prend la gueule de tigre, noir pourra fermer en gueule de tigre également, donc ça verrouille bien le bord. Et maintenant, il y a deux coupes, mais ces deux coupes, en fait, ne sont pas dérangeantes, parce que justement, noir possède un œil potentiel ici et un autre œil potentiel là. Donc, il est en mesure de vivre localement. Et par conséquent, ça ce sont des éventualités dans les séquences, il y a également le coup en D. Le coup en D, alors, il n'existait pas de séquence à l'époque. En revanche, je peux vous en proposer une qui est assez simple, disons-le comme ça. C'est-à-dire que ce coup-là, je pense que c'est le plus mauvais coup que blanc peut trouver, mais noir frapperait le point vital pour créer les deux coups potentiels, blanc qui protège, comme vous voyez que ça détruit le bord, mais noir en fait est déjà stable, il peut tenuki. Donc l'attaque en fait est très compliquée à donner. Mais il y a un dernier coup en fait qui était considéré justement par Sakata-Io, dans son ouvrage notamment, c'était ce coup-là. Et on estimait que ce coup-là était excellent pour blanc, parce qu'en fait il avait C14. Donc à ce moment-là, en fait, on imagine que noir va essayer de relier les pierres. Il veut bien être coupé mais pas être déchiré. Blanc qui va faire l'effort. Et il y a deux séquences qui apparaissent. La première, celle-ci, c'est, disons, la plus sévère pour le noir. C'est-à-dire que si noir pense pouvoir gagner ce combat alors qu'il est en infériorité numérique par rapport au blanc, il risque d'échouer dans sa quête. Tout simplement parce qu'ici, en fait, on a un toby déchiré. Alors pour l'instant, vous ne le voyez pas. On a l'impression qu'il s'agit d'une coupe, simplement. Mais en vérité, si vous imaginez que noir vient ici, blanc peut déjà recapturer, et noir n'ayant pas de menace de co va devoir protéger tout de suite sa forme, et lorsque blanc vient là, vous voyez le toby déchiré qui apparaît. Donc c'est probablement la plus mauvaise séquence qu'on pourrait trouver. Mais c'est un Joseki apparemment. Et justement, noir vient ici, et parfois, donc en l'occurrence ici blanc pourrait le tenter, blanc vient directement en B18 pour menacer la vie du noir, et récupérer sa base de vie. Donc c'est assez catastrophique. Et disons qu'il y a une autre variation, c'est-à-dire que noir peut essayer de ruser. Et à ce moment-là, va essayer de déchirer les feintes de blanc pour réduire l'efficacité de la supériorité numérique du blanc dans la zone. Donc à ce moment-là, blanc va connecter la forme, noir continue la déchirure des pierres, et à ce moment-là, blanc coupe. Noir protège les deux pierres,
Et blanc peut continuer à récupérer la base de vie partagée du groupe. Quand noir vient là, blanc connecte simplement, et noir peut venir ici, blanc continue là. Et à ce moment-là, c'est déclaré comme étant convenable. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a une suite en A qui est possible pour le noir, et une suite en B. Si on dit que c'est convenable, c'est-à-dire que là, localement, vous voyez que c'est catastrophique pour noir. Mais par rapport au Tenuki, si noir a obtenu un Tenuki ailleurs. Donc en l'occurrence, on C4 ici. Et le coup en B, en vérité, n'est pas très bon. Il vaut mieux jouer en A. Pourquoi cela? Tout simplement parce que lorsque blanc connecte ici, c'est santé sur la vie de noir. C'est-à-dire que si vous imaginez un noir qui joue ailleurs, je vous prie de m'excuser ici, ben un blanc peut tout de suite venir là. Et à ce moment-là, noir est obligé de faire ses yeux de cette façon. Je vous prie de m'excuser. Ce qui veut dire une chose, c'est que blanc, du coup, est santé pour attaquer ce groupe-là et a obtenu une bonne force qui est un appui. Donc en fait, noir se serait trompé en pensant être capable, en connectant, d'attaquer ses pierres faibles. Et du coup, en fait, serait contraint de devoir protéger sa base de vie. Sauf qu'à ce moment-là, bah, comme vous pouvez l'imaginer, blanc peut facilement attaquer le noir. De cette façon, par exemple. Donc ce serait pas satisfaisant. Mais ces deux séquences-là, on les a en tête à l'époque de Sakata Io. Et c'est ce qui va motiver en fait le coup qu'il va jouer. C'est-à-dire qu'il va directement jouer le point vital du Nikentobi. Sans préparation en C14. Et là, ça devient extrêmement compliqué. C'est-à-dire que oui, blanc essaie d'avoir un avantage local, c'est-à-dire se dire, bah, noir a joué en E3, je vais continuer de cette façon, c'est-à-dire me dire qu'on est sur un Fuseki croisé et montrer que Smoku Azushi était pas très intéressant. Mais vous allez voir que les séquences peuvent être assez meurtrières sur ce Joseki. Donc noir qui vient et blanc qui recule simplement. À ce moment-là, il y a un choix, on va dire, de facilité qui s'offre au noir. C'est-à-dire ce coup-là. Alors ce coup-là, c'est rarement le bon coup, mais ici, en fait, il peut être envisagé. C'est-à-dire que blanc viendra ici, noir qui donne l'échange, protection de la coupe, blanc qui continue l'effort, et noir qui peut venir ici. À ce moment-là, on imaginerait que blanc aurait une suite en A ou en B. Cependant, si blanc vient ici, comme vous le voyez, la force obtenue va peut-être être, on va dire, un peu inefficiente dans la mesure où noir pourrait simplement envisager un écrasement. Ce qui ferait qu'on ne sait pas à quoi sert cette force, tandis que noir a une force qui est en cohérence avec son bord nord. Donc ce serait envisageable, je pense, malgré tout, mais en avantage pour le noir. Sauf que cette séquence-là ne plaisait pas à Kato Masao. Lui, comme on a dit, il peut chercher l'attaque. Et à ce moment-là, il y a deux coups qui sont envisagés. Le coup en 1 ou le coup en 2. Et disons que je pense que ça va être la première erreur de blanc. Pourquoi cela? Justement par rapport au Joseki précédent. C'est-à-dire que ici, blanc doit venir ici, noir doit venir ici, et à ce compte-là, si on imagine la séquence, blanc peut venir là. Mais quand noir tourne, blanc capture. Blanc n'a pas eu à faire un énième angle vide pour capturer les pierres, comme on l'a fait justement ici, dans cette séquence. Vous voyez? Donc blanc est un peu plus efficace. Sauf que, à ce moment-là, usuellement dans le Joseki, bah en fait justement, il semblerait que noir devrait jouer là. Mais c'est pas dans le goût en fait de Kato Masao qui en fait a montré, c'est-à-dire que Otake Hideo a également participé à la revue de cette partie, puisqu'il a assisté à toute la partie. Et bien justement, il a demandé si cette séquence était celle envisagée par Kato Masao. Et il a répondu que oui. C'est-à-dire, noir prend un Shimari, donc comme vous voyez un grand Shimari en l'occurrence, et quand blanc vient ici, noir n'a pas besoin de séparer, il peut surconcentrer le blanc ici en jouant au 17, en prenant les points du coin. Et à ce moment-là, blanc descend, noir va alors descendre pour assurer la stabilité de son groupe, mais blanc, maintenant qu'il a donné un investissement ici, doit assurer également la stabilité de son groupe et descendrait pour protéger la base de vie. À ce moment-là, noir viendra ici, blanc continuera la stabilisation, et noir pourrait venir ici. Voilà une séquence qu'avait en tête Kato Masao dans cette partie. Oui, comme vous voyez, je vais vous proposer aussi quelques séquences proposées par les joueurs, parce que quand on peut avoir ça, c'est toujours agréable. Et disons que je pense malgré tout que cette chose-là n'est pas si terrifiante pour le blanc si on imagine que blanc peut simplement venir approcher en P16, ici en l'occurrence. Mais c'est compliqué à le démontrer. C'est-à-dire que je pense que cette séquence était mieux, justement parce que comme je vous ai dit, on capture directement et on est plus productif que celle-ci.
Mais malgré tout, il semblerait que les deux joueurs soient d'accord à se dire que ce n'était pas très bon. En revanche, là où je me suis posé l'interrogation, c'est à partir d'ici. Pourquoi Kato Masao dit qu'il n'a pas besoin en fait de séparer les groupes? Parce qu'en vérité ici, ok, à cause de H18, blanc va être surconcentré, mais c'est assez léger comme surconcentration. Et on aurait plutôt envie de jouer là, justement. Et justement, en réfléchissant, bah, si blanc prend la base de vie, noir peut piquer pour conserver le coin. Donc comme vous le voyez ici, blanc a l'initiative, il va essayer de séparer les pierres ici. Donc à ce moment-là, noir sort, blanc menace de pouvoir couper la position du noir, noir va continuer justement l'effort ici par exemple. Et si on imagine cela, bah, comme vous voyez, en fait, blanc ne peut pas couper le noir. Pourquoi je déclare qu'il ne peut pas couper le noir? Imaginons la coupe. Voilà, ceci est donné. Que fait le blanc? Est-ce qu'il protège en risquant de faire décéder les 4 pierres? Ou alors est-ce qu'il jouerait pas plutôt ceci? Ben, noir, dans ce cas-là, va simplement venir là, et comme vous voyez, c'est un co. On reste au début de partie, blanc n'a pas de menace de co pour challenger le noir. Donc il n'y a pas de coupe en vérité. Donc justement, je sais pas pourquoi noir n'a pas souhaité en fait jouer ce coup-là, mais je pense qu'on est justement dans un trait de caractère de Kato Masao. C'est-à-dire que il n'est pas comme certains joueurs caractérisés comme étant offensifs, comme Ichiri Kiryu ou Seong Bonso, qui vont chercher, on va dire, la dernière limite avant d'arrêter une attaque, c'est-à-dire que lui veut un climat favorable. Si le climat ne lui semble pas favorable au niveau de la position des pierres, il ne lancera pas l'attaque. Il va être certain du résultat qu'il va obtenir. Et déjà là, en fait, on a une différence profonde de regard entre Sakata Iyo, qui lui joue plus dans un jeu qui incite à la souplesse, qui tend justement le fil, à là un adversaire qui est beaucoup plus pragmatique et, disons, raisonné mathématiquement parlant sur le Goban. Bref, et du coup, en fait, blanc va jouer ici, ce qui est une autre variante de Shoseki. Disons que c'est celle, moi, personnellement, qui m'effraie le plus parce que... Alors, oui, je pense que je m'en souviens toujours, mais elle est assez effrayante. C'est-à-dire qu'elle se passe qu'en coup forçant, et il faut pas se tromper. Sinon, ça peut très mal se passer. Donc, ici, on pousse pour déchirer le noir, mais le noir se protège, blanc connecte, mais a créé les 2 points de coupe. Et là, à ce moment-là, il y a différentes positions pour noir. C'est-à-dire que noir peut simplement revenir ici, par exemple, mais il doit déjà protéger son autre point de coupe. Donc, va préférer généralement jouer ici. Alors, ça, c'est le coup de la partie. Je vais vous montrer la séquence, blanc qui vient ici, et on a pratiquement terminé Joseki, noir qui s'étend, blanc qui connecte et noir qui descend. C'est bon, on a fini Joseki. Usuellement, ce Joseki est considéré comme bon pour blanc à cette période, parce que blanc en fait entre 16 et 17 points dès le début de partie. Donc ça ne pardonne pas trop. Mais en revanche, Sakata Iyo l'a posé ici plutôt comme une question en fait, ce Joseki. C'est-à-dire que il y avait cette chose-là qui était envisagée, et pour lui, le résultat lui convenait, mais il y avait aussi autre chose, c'est-à-dire que il voulait savoir si noir allait répondre ici ou non. Et là, je vais vous montrer toute la variation que Sakata Iyo a pu lire, donc c'est-à-dire que là, nous étions au moment de la pince au coup, comme vous le voyez, je vous prie de m'excuser, au coup 6. Donc je vais vous montrer à partir de là toute la séquence qu'il a lue, qui est pour le moins effrayante. Et selon lui, ce serait une victoire assurée pour le blanc. Donc blanc qui vient justement retirer la base de vie de noir, noir qui protège la base de vie, blanc qui capture, noir qui essaie d'attaquer la formation des pierres de blanc pour relier les pierres entre elles, et blanc qui va accepter de maintenir la coupe. Noir qui continue d'enfermer, et blanc va jouer cet ensemble de coups forçants, assez horrible, visuellement parlant j'entends, et nous sommes ici. Alors, selon Sakata Iyo, la partie serait bonne pour blanc à ce moment-là. C'est très compliqué à imaginer. C'est-à-dire que selon lui, en vérité, maintenant, blanc-noir peut continuer en A ou en B. Alors je pense qu'en B, c'est un peu mou. Personnellement, je serais plutôt en A. Mais en fait, selon lui, le rayonnement ici de noir n'est pas si impressionnant parce que blanc, en fait, a capturé ces pierres-là. Et la seule chose que blanc a géré, c'est un timing pour capturer ces 2 pierres. Cependant, en fait, imaginons justement qu'en effet, il a réussi à capturer les pierres en poursuivant la séquence. Blanc qui descend, pouce, venu, et là on est obligé de faire cette séquence en forçant pour réussir à survivre. C'est bon, on a réussi à capturer les pierres de blanc. Donc c'est un échange qui est assez douloureux, je trouve, pour blanc, de capturer ces quelques pierres.
Pourquoi je dis ça? Bah parce que blanc est toujours goté, faut bien le noter, et noir, en fait, a verrouillé une bonne partie du coin en continuant de progresser sa force. Et surtout, en fait, bah, noir est en fait santé ici. Donc il peut continuer en vérité à fermer de l'autre côté et possède en vérité ce timing. À ce moment-là, en fait, du coup, la partie ici, je vais vous donner les valeurs, c'est-à-dire que noir possède 48 points, plus l'initiative. Blanc a 20 points de plus que le noir, mais goté. Cependant, en fait, si on imagine cela, comprenant le commun, cependant, si on imagine cela par rapport au rayonnement extérieur, ça semble assez complexe à imaginer que blanc soit forcément bon dans la partie. Pourquoi cela? Ben, certes, noir pourrait simplement se contenter d'un coup comme ou 3, mais vu la force qu'il a obtenue, je pense que noir peut déjà essayer de fixer une bonne partie du moyeu tout de suite. Et ça va pas être aisé au blanc d'entrer dans cette position. Donc, je sais pas quoi en penser de ce que Sakataïo expliquait, mais ça montre néanmoins quelque chose, c'est-à-dire l'importance du territoire à cette période dans le jeu de Go. Et justement, je pense qu'en fait, blanc ferait mieux de simplement accepter le sacrifice des pierres ici. C'est-à-dire que si on imagine quelque chose dans ce goût-là, donc noir qui pousse, blanc qui connecte, noir qui doit forcer l'investissement, et blanc ensuite peut juste venir jouer soit ce coup-là, excusez-moi, déjà en force, continuer l'investissement, et c'est bon, à jouer. Ah, on va jouer ici. Pourquoi cela? Bah, tout simplement parce que si on imagine cela, c'est ok pour le blanc, comme vous voyez, on va vivre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à imaginer? Je sais pas. Vous voyez ce coup-là? Bah, on peut imaginer la cut, dans ce cas-là. Pourquoi on peut imaginer la cut? Tout simplement parce que, dans ce cas-là, il va s'en suivre une séquence un peu forçante, disons-le comme ça, où on peut imaginer quelque chose dans ce coup. Blanc est déjà vivant. Mais je pense que c'est mieux pour blanc. Pourquoi? Parce que certes, blanc est goté, mais malgré tout, la force maintenant rayonne moins depuis que blanc est déjà vivant ici. C'est moins effrayant. Enfin, j'en sais rien. Mais je suis pas certain de l'analyse. Mais ici, Kato Masao n'a pas dit quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné son point de vue de ce qu'il pensait de cette chose-là. Tout ce qu'il a expliqué, c'est que jamais il n'aurait joué ce coup-là, qui avait été demandé, c'est-à-dire celui-ci. Donc c'est assez complexe. Mais bref, s'ensuit la partie, et blanc qui joue ce coup-là. Alors, ici, noir qui s'étend, il n'y a pas de problème, blanc qui connecte du coup pour éviter justement la reliure comme on disait, et noir qui descend, et on est bon. À ce moment-là, va se passer quelque chose, c'est-à-dire que blanc va jouer ce coup-là. Et pendant longtemps, en fait, j'ai cru que c'était le meilleur coup à jouer. Cependant, dernièrement, disons que j'ai montré un fragment de cette partie à un ami, et que celui-ci m'a dit, ça paraît pas du tout évident, en fait, que ce soit le bon coup de jouer en E18. Donc, du coup, je me suis interrogé et posé la question. C'est-à-dire que il m'avait proposé notamment ce coup-là. Et je me suis dit, oui, en effet, ce coup-là est intéressant si on peut couper et qu'on a le chicho. Bon, dans ce cas-là, il faut simplement vérifier, on a le chicho, si vous voulez regarder. Donc ça, c'est ok. Je vous prie de m'excuser. Ça veut dire que du coup, la séquence qui va être à donner sera la suivante. Ici, et ici. Alors, blanc a créé une coupe, d'accord. Noir, malgré tout, combien est-ce qu'il a de liberté? Mais on possède 3 face à 2. Et blanc a toujours ce groupe qui est potentiellement attaquable. Ce qui veut dire qu'en fait, ce coup-là serait pas bon au niveau du timing. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, si blanc doit protéger, noir pourrait revenir capturer les pierres simplement. C'est même pas dit en plus que ça l'intéresse, mais admettons. Donc, c'est une perte de temps, et du coup, ce coup-là n'est pas bon parce qu'en fait, même si on peut couper, noir, en fait, a le temps de se protéger car blanc est également en problème de forme. Mais du coup, ça m'a donné l'idée, c'est-à-dire que ici, il faut regarder le coup qui manque au blanc pour que la pierre de coupe en détresse fonctionne. C'est assez simple à trouver. C'est-à-dire que blanc va simplement prendre le toby ici. Et à ce moment-là, en fait, si on imagine que noir Tenuki, donc joue ailleurs, à ce moment, c'est bon, ça fonctionne à coup. Parce qu'on peut venir là en Tetsuji. Et vraiment, c'est pas une bonne idée, par contre, de pousser, parce que blanc va juste reculer et dans ce cas-là, tuer les pierres en A. Donc, un des deux groupes est obligatoirement décédé dans cette séquence. Mais pourquoi je dis que ce coup-là, malgré tout, je pense du coup que on peut trouver mieux que la capture qui a été proposée à la suite de ce que mon ami m'a dit, parce que justement, il y a un Mihai maintenant. C'est-à-dire que blanc
pourrait essayer d'attaquer ce groupe en A, ou en tout cas menacer de l'attaquer, comme il peut attaquer le groupe en B. Et à ce moment-là, il y a différents choix. Si on imagine ce coup-là, bah du coup, vous imaginez bien que maintenant on est OK. C'est-à-dire que si on imagine cette séquence, on arrive à être content. Tout simplement parce qu'on arrive à tuer les pierres. Et quand noir s'étend, blanc peut s'étendre. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'en fait ce coup-là est pas intéressant pour le noir, ici. Tout simplement parce qu'en fait blanc peut capturer les pierres ici, comme vous voyez du coup. C'est-à-dire que si blanc jouait ailleurs, oups, le Tetsuji ici ne fonctionne pas, comme vous voyez. Donc du coup ce coup-là est intéressant pour blanc parce que noir n'a pas intérêt à jouer ce coup-là, mais blanc en revanche va avoir un bon point de forme en D11. Donc si on imagine cela, c'est assez catastrophique je pense pour le noir, comme vous voyez. Parce que noir en fait a surinvesti sur ce bord-là, mais il ne peut pas en fait facilement le fixer. Parce qu'il a une faiblesse ici, en C5, mais aussi un point de coupe. Donc il surinvestit les pierres. Donc ok. Et c'est toujours la même mélodie, c'est-à-dire que s'il s'étend ici, bah dans ce cas-là, on peut imaginer différentes choses. Alors, juste un instant, je réfléchis. Peut-être quelque chose dans ce goût-là. Tac, tac. Donc non. Vaut mieux d'abord capturer. Oui, parfois je fais les séquences par moi-même, on va dire. Enfin, en improvisation. Donc ici, il vaut mieux capturer, je pense. Et dans ce cas-là, on peut jouer de cette façon-là, par exemple. Si on revient ici, on peut se stabiliser. Et si noir... Je sais pas ce que peut tenter le noir, de toute façon. Dans ce cas-là, on jouera plutôt là. Donc c'est OK pour le blanc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir surconcentrer la position et ne plus avoir de gros flemme. Mais comme vous voyez ici, noir est toujours flottant, il ne fixe pas les points, même s'il a stabilisé sa forme. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique, ici, pour le blanc en tout cas. Donc pour moi, oui, c'est plutôt ce coup-là qu'il faudrait jouer, c'est-à-dire protéger le groupe le plus faible. Mais malgré tout, ce coup-là est quand même une menace. Pourquoi je dis cela? Bah tout simplement parce qu'en fait, va falloir se poser la question suivante, c'est-à-dire que peut faire le noir? Alors ici, j'aime beaucoup le coup qui va être joué. Pourquoi? Parce que si on aurait envie de tout de suite attaquer, donc par exemple jouer ce genre de séquence, ben on se rend compte que l'attaque est courte et qu'on n'a pas construit grand-chose, comme vous le voyez. Et surtout, les pierres ici sont en mauvaise posture pour l'instant. Elles n'ont pas une bonne forme tant que le noir n'est pas au moins descendu en C14. Donc par conséquent, ici, voilà le coup qui va être joué par Kato Masao. Partir du groupe faible pour donner l'attaque. Cependant, l'idée n'est pas de donner une attaque longue, c'est-à-dire que, regardez, noir protège et justifie la protection de son groupe ici. Donc par l'attaque, il a protégé ce groupe-là et celui-ci. Voilà ce qu'a ambitionné en fait le jeu ici de Kato Masao. Et ensuite, blanc qui continue la stabilité. Alors, il va falloir qu'on parle de ce coup-là parce qu'il est assez particulier. C'est-à-dire que oui, on pourrait se dire, bah, blanc peut simplement envisager quelque chose dans ce coup-là, noir avec, et les deux se stabilisent, comme on le voit. Cependant, si blanc l'a joué, c'est pour une autre raison. Et du coup, si c'est pour une autre raison, il va falloir que je vous parle de ça. C'est-à-dire savoir est-ce que le point vital fonctionne ou non. Bah en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que blanc peut continuer à relier les pieds dans le bambou, et quand noir coupe, ici, blanc continue de pousser, venu noir, donc noir qui continue ici, blanc qui protège, noir qui va ici, et ensuite blanc qui accepte un instant, qui va déformer ici, et ensuite blanc qui accepte, et on a cette magnifique chose qui se présente. Pourquoi je vous montre ça? Bah parce que c'est assez intéressant en fait, c'est-à-dire que noir, ok, récupère les deux pierres, mais blanc va pousser, pour donner la menace ici. Et noir, en fait, ne va pas bloquer pour ne pas faire grossir le coup inutilement, parce qu'il veut le gagner, va simplement tourner. À ce moment-là, blanc recapture, et à ce moment-là, on a noir qui va venir ici, si j'ai pas de mémoire. Oui, il peut revenir là. Mais avant, il va d'abord donner la menace de gauche, je suis complètement à l'ouest. Ici, connexion, capture, et ici, et voilà. Donc ça passe. Le point vital peut ne pas être un danger pour le blanc. Comme vous voyez, blanc tue le nord. En revanche, noir obtient une force colossale sur l'extérieur du plateau. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que je vous montre cette séquence? Parce que justement, c'est ce qui... Il y a quelque chose. En fait, il y a une séquence cachée, on va dire. En tout cas, que les journalistes ont appelé comme une séquence cachée. Donc il faut bien que je vous montre que ce coup-là, en fait, a été joué par Sakata Iyo, bien qu'il savait comment se protéger de manière directe pour se stabiliser. C'est-à-dire que bien sûr que le coup en J13 est meilleur, mais c'est parce qu'il y a autre chose.
comme vous le voyez, c'est la deuxième fois quand même qu'il essaie de tendre un piège à Kato Masao. Donc on a vraiment un joueur qui essaie de déterminer quel est le niveau de son opposant, c'est assez incroyable. Noir vient ici, blanc qui protège, et là Noir va jouer un coup qui est assez agréable, c'est-à-dire celui-là. Pourquoi je dis qu'il est assez dingue? Tout simplement parce qu'en fait, il faut bien noter que le prochain coup ne sera pas senté pour Noir sur le groupe. Il ne peut plus l'attaquer. Là, officiellement, deux directions. Donc plutôt que de jouer quelque chose dans ce goût-là, et que Blanc, dans ce cas-là, peut directement, par exemple, prendre la vie ici, ce qui serait assez catastrophique. Donc là, à ce moment-là, on peut imaginer ce genre de séquence. On pousse. Ici, on va donner l'échange pour menacer la vie des groupes. Et on a ce Tetsuji. Alors, je vais pas vous montrer ce point vite. Si, je peux vous le montrer, tiens. Pourquoi je dis que je peux vous le montrer? Parce que tout simplement, ici, il y a un gros problème. C'est-à-dire que si Noir bloque ici, Blanc peut juste venir là. Pourquoi? Bah, pour essayer de gagner le Semeai et tuer le Noir. Donc, si Noir joue ici, il y a un autre problème, c'est le même. Donc Noir, en fait, n'a qu'une seule réponse, c'est celui-là. Noir n'est pas vivant. Hein. Donc si Noir, en fait, relâche trop la pression avec un Toby, Blanc peut tenter de vivre. Il n'y a aucun problème. Mais cette vie, surtout, peut se faire en menaçant l'intégrité du groupe de Noir. Donc ce serait catastrophique. Mais on peut imaginer aussi quelque chose de plus contenu. Par exemple, de plus simple ici, et comme vous le voyez, en fait, Blanc va facilement se stabiliser et Noir n'attaquera plus jamais rien. Ce qui serait aussi une perte. Donc en fait, c'est un coup de patience là qui est donné. C'est-à-dire qu'il veut toujours attaquer le groupe, mais il veut être certain que l'attaque sera intéressante. Donc plutôt que de faire un coup trop lent, il préfère faire quelque chose d'un peu plus souple, ce fameux Kema. D'ailleurs, je vous avais dit que souvent, Kato Masao, quand il temporisait son attaque, il aimait bien en fait faire un Kema. Ben, comme vous le voyez, mais je vous assure qu'il y a vraiment d'autres parties où vous pourrez étudier. Alors, je vous déconseille d'étudier les parties post-année 85. Pourquoi? Bah parce que c'est toujours des Fuseki chinois du coup, donc c'est un peu moins stimulant. Mais malgré tout, elles sont très bonnes. Hein. Mais du coup, comme vous voyez, il y a toujours ce recul en Kema. Et malgré tout, je pense quand même que c'est beaucoup mieux pour Noir de revenir là. Il n'y a aucune raison. Dans la mesure où justement il ne pourra pas attaquer, ça sert à rien de créer ce coup-là. Et ce coup-là, disons que ça fait un peu... disons de la cosmétique. C'est-à-dire que on sait que ça n'attaque pas, on sait que ça n'attaquera pas de suite, mais bon, on le joue parce que on a toujours notre envie. Et ça, c'est caractéristique de la nouvelle vague. C'est-à-dire ne pas laisser de groupe faible. Il continue à respecter à sa manière, le groupe, la question liminaire. Mais néanmoins, c'est pas dépourvu d'intérêt. Parce que si on imagine Blanc qui Tenuki, mais en fait, Noir peut tout de suite remettre la pression sur le Blanc, et quand Blanc vient essayer de se protéger, on peut imaginer que Noir va essayer de trouver le point de forme ici. À ce moment-là, Blanc a plusieurs choix. Alors connecter, c'est dangereux, hein, parce que comme vous voyez, on se fait couper. Donc on va préférer jouer ça à cause du point vital qui est ici, donc Noir va devoir faire attention, c'est-à-dire qu'il ne peut pas couper de suite. Donc, Noir protège. Pour l'instant, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Blanc ensuite va venir ici pour essayer de voir s'il peut manager, on va dire, la pierre de coupe ici, enfin la pierre potentielle de coupe. Et quand Noir vient là, Blanc va déchirer proprement le Noir, ce qui fait que Noir doit se protéger et Blanc vient là. Mais Noir peut venir ici. À ce moment-là, comme vous voyez, Noir a renforcé toute cette chose. Maintenant, c'est une force. Il est goté malgré tout pour cette position. Mais ici, regardez le nombre de points qui est assez colossal qu'il vient de verrouiller, sachant que Blanc n'est toujours pas stable. Enfin, stable. Si, il l'est, mais potentiellement attaquable. Et c'est là que c'est assez incroyable, justement. C'est-à-dire que là, justement, vous avez une application de ce que c'est un Amashi. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, hein, le groupe a l'air prêt à tomber. Mais en vérité, il est complètement stable. Il n'est pas faible. Je vous avais déjà dit ça une fois, notamment, je crois. Alors, je suis désolé, ça fait un moment. Et voici le coup de Sakataï. Alors, aujourd'hui, je pense que... personnellement, je jouerais là. Mais... je pense quand même que c'est le meilleur coup, même si Noir peut fixer les points de cette façon. Pourquoi cela? Bah, tout simplement parce que, pour mon cas, en tout cas, ça me semble inconcevable de ne pas aider un groupe potentiellement attaquable. C'est ma condition de base de jeu, donc je vais pas l'ignorer. Mais néanmoins, je vais laisser le doute avec ce coup pour une raison, c'est-à-dire que je suis toujours pas capable de démontrer que ce coup est une erreur. Je ne peux pas le démontrer. Officiellement, il a le droit de Tenuki et je ne sais pas comment réfuter ce coup-là comme une erreur. Mais malgré tout, ici, je n'aime pas ce coup-là pour une autre raison, c'est-à-dire que ça laisse le Miyai, on va dire, pour Noir. C'est-à-dire que si vous imaginez Noir qui vient ici, Blanc va simplement s'étendre, et quand Noir vient là, disons que Blanc est peut-être satisfait. En tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque.
Et je le pense toujours. Alors, je suis pas certain pour cette séquence en Toby, mais comme vous voyez, bah, noir est surconcentré pour faire que quelques points. Donc on ne voit pas l'intérêt. Mais prenons en compte de cela, dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi blanc joue ce coup-là. Dans la mesure où on est certain que noir va prendre la base de... ne va pas prendre ce coup-là. Donc ça ressemble encore à une possibilité de laisser au noir de choisir. C'est vraiment un... On a vraiment l'impression en fait que Sakatayo essaie d'acquérir le maximum d'informations sur son adversaire, en malgré tout se laissant les possibilités de gagner. Mais c'est assez particulier et justement, dans les liens que je vous donnerai, il y a une retranscription de tout ce que les joueurs ont pu dire durant la partie. Et vraiment, Sakatayo est dans cet esprit-là. Il est curieux de ce joueur dont il ignore tout. Donc cet échange serait pas bon, je pense, pour Noir de venir faire Toby. Je pense que Noir, là, ici, ferait mieux de jouer ailleurs. Pourquoi cela? Bah tout simplement, si vous imaginez Blanc qui vient là, c'est pas catastrophique. C'est-à-dire que oui, Blanc peut venir se relier ici ou là en CNT, donc si on imagine que Noir puisse enfin jouer, on a ce coup-là qui apparaît, mais c'est pas très grave parce que quand Blanc va se relier, bah Noir est toujours intègre dans sa position. Donc il n'y a pas grand-chose, j'ai pas trouvé grand-chose de menaçant. C'est pour cela que... Mais je vais pas pouvoir vous montrer toutes les séquences parce qu'il a fallu que je me corrige moi-même. Mais du coup, bah pour Noir, la direction est toute faite. Sauf qu'il va se passer quelque chose avant cela, c'est ce coup-là. Et je trouve que c'est l'un des plus beaux coups qui a été joué pendant la partie. C'est-à-dire que, si vous vous souvenez, je vous ai montré plusieurs variations au nord pour montrer quelque chose, c'est-à-dire que Noir ne peut pas être si offensif que ça avec le blanc à cause de cette grosse faiblesse qui est là. Et les deux joueurs en sont conscients. Vraiment. Les deux ont déclaré cela pendant la partie, ils en avaient déjà conscience. Mais du coup, voilà ce que Kato Masao fait. Il retire tout l'Edgy directement. Donc on est encore sur un coup de patience. Comme vous avez vu, il ne va pas... C'est toujours un coup d'attaque, hein, malgré tout. Mais blanc reste toujours stable, comme vous voyez, de direction. Mais malgré tout, on modère l'attaque, comme vous voyez, et c'est notamment ce qu'il a pu dire ou ce que j'ai pu vous dire, c'est-à-dire que l'attaque est toujours proportionnelle à la stabilité du groupe. Là, il sait qu'il ne peut pas, disons-le comme ça, bourriner le groupe. Donc, il attaque progressivement. Et c'est un très beau timing parce qu'en fait, il retire une capacité de blanc à se stabiliser rapidement pour ensuite regarder la G sur le nord. Donc lui, ça lui renforce le groupe. Ça aide potentiellement à fixer les points ici. Et derrière, blanc n'a pas le timing en fait pour protéger cette pierre. Donc noir est toujours dans l'initiative. J'aime beaucoup ce coup-là. C'est vraiment très beau coup. Donc blanc se stabilise du coup. Et vient ensuite le coup évident, on va dire en 3. Parce que forcément, noir va essayer de donner sens à ces pierres ici. Donc blanc qui prend la base de vie. Et noir qui joue en C14. Alors, j'aime beaucoup ce coup-là, c'est-à-dire que c'est un coup de forme. C'est un coup, on pourrait dire, un peu honté. Noir, en fait, a des problèmes de forme. Il en a toujours maintenant à cause de ce pipe-là, qui est présent en vérité. Mais maintenant, il élimine énormément des problèmes. C'est-à-dire que là, l'ensemble de ces points-là sont déjà fixés au noir. C'est simplement le centre là qui est encore à discuter. Donc j'aime beaucoup cette façon de jouer, c'est-à-dire que comme vous voyez, on balance entre l'attaque et la défense. Sauf que blanc va falloir qu'il joue quelque chose de plus actif et voilà tout de suite. Et je trouve ce coup assez génial. Parce qu'en fait, cette pierre-là ne se tue pas. Mais réellement, hein. C'est-à-dire que la grande question, c'est bah, si on joue la forme, bah, blanc en fait peut tout de suite revenir là. Là, à ce moment-là, il y a différentes réponses. Oui, je peux vous montrer celle-ci. Donc blanc qui recule, noir qui protège sa zone de points et blanc qui se relie. Mais celle-ci, c'est la moins passionnante. C'est-à-dire que normalement, le plus simple serait d'abord celle-ci. Mais en fait, il y a toujours cette faiblesse qui est active, qui fait que blanc peut couper. Après, c'est peut-être pas si exceptionnel que ça quand même pour blanc. Parce que certes, blanc se stabilise très vite, mais noir récupère beaucoup de points. Mais malgré tout, je pense que c'est vraiment pas mal. En tout cas, j'aime bien son coup à Sakatayo ici. Parce que noir, en fait, ne peut rien faire contre ce coup-là. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Moi, je pensais que noir serait juste venu ici. Mais à ce moment-là, bah, il y a trop de points de coupe pour corriger la forme tout de suite. Donc vraiment, blanc donne à penser qu'il risque de lâcher, mais en vérité, non, pas du tout. Tout tient. Et c'est assez génial de voir cela. Donc bref. Du coup, là, il va y avoir un coup qui est très particulier qui va être joué, c'est-à-dire celui-là. Et disons que ça ressemble énormément à un coup d'énervement. C'est-à-dire que, logiquement, ici, prenant ça en compte, noir aurait dû répondre en P16. Il n'y a pas de raison de ne pas fixer tous les bords, dans la mesure où blanc est toujours faible. Mais non, tout de suite, on frappe le point vital.
Et c'est un changement de timing assez brutal par rapport au coup qu'il a donné. Ici, on avait des coups qui étaient à chaque fois mesurés. Et là, soudainement, il vient jouer au point vital pour essayer de déformer tout le blanc. Donc ça laisse à penser finalement que ce coup-là a assez agacé le noir, je crois. Je suis pas certain, je peux pas vous l'affirmer, mais c'est le sentiment que j'en ai. Et là, c'est la deuxième grave erreur que va jouer justement Sakataï. Alors pourquoi je dis que c'est une grave erreur? Tout simplement parce qu'il va y avoir un grave problème de forme pour la suite de la partie. Normalement, en fait, le coup de forme est plutôt là. Jouer la table pour relier toute la forme d'un coup. Et c'est beaucoup plus efficace. Noir ne peut toujours pas couper, hein. Si vous imaginez cette chose-là, on a toujours la même séquence qui vient ici. Donc la différence, c'est que ça a changé parce que blanc a un mur de 2. Mais alors que je vous dise pas de bêtises. Si on imagine cela, par exemple, tac, protection, noir qui essaie d'enfermer, mais ça ne marche toujours pas parce que blanc peut venir ici. Et c'est assez catastrophique, parce que noir est obligé de protéger la base de vie, mais blanc peut simplement relier les pierres. Donc il n'y a aucun problème en fait, hein. Pour l'instant, tout passe. Donc ouais, on est vraiment sur un Amashi. Comme vous voyez, on a l'impression que c'est faible, mais ça l'est pas du tout, hein. Il y a vraiment les deux directions, comme on voit. Et surtout, en vérité, ça s'appuie sur les compréhensions des formes. Mais ce coup-là va être regrettable parce qu'elle va forcer à jouer des mauvais échanges pour blanc dans cette zone. Et ça va réduire énormément sa capacité de base de vie locale. C'est-à-dire que vous allez voir. Voici l'autre coup que joue justement Kato Masao. Il refrappe le point vital. Donc, c'est plus précisément, en fait, c'est-à-dire que Kato Masao, en fait, je vous ai dit qu'il avait obtenu, donc ça faisait à peu près 4 ans qu'il jouait au Go, le surnom de Kato Killer. C'est à cause de ce coup-là. Les médias ont commencé à parler de Kato Masao comme étant Kato Killer à partir de ce coup-là. C'est ce qui va nous expliquer tout cela. Et là, comme vous voyez ici, il va y avoir le grave problème qui va venir, c'est-à-dire que le noir protège tout de suite Edgy, du coup, il n'y a pas de problème. Mais blanc est obligé de pousser tout de suite pour menacer la reliure, et regardez la reliure qui se donne en angle vide. Elle ne lui donne pas d'œil pour l'instant. Donc c'est vraiment dommage, et du coup, noir peut fixer enfin les points. Donc là, en fait, noir, finalement, a simplement déformé le blanc. Et à ce moment-là, disons que pour blanc, il y a une façon simple d'essayer de se stabiliser directement, c'est tout de suite faire cet échange. Pour obtenir une reliure ici, et du coup, une position vers l'extérieur du plateau. Mais je pense qu'en fait, ici, blanc n'a pas envie de lâcher la G dans le coin. Et c'est pour ça qu'en fait, il joue ce coup-là. Et ce coup-là est un autre mauvais coup. Alors, celui-là, pour le comprendre, il est assez compliqué. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut comprendre que c'est un mauvais coup? On va dire, bah ouais, mais attends, ça vise en miaille une possible pince, par exemple en, disons, H4. Donc on va les montrer de cette façon. Ça pourrait viser une pince en H4 ou un coup comme en B ou en C. Voire même en D. D, c'est complètement envisageable, en fait. Oui, à cause de la faiblesse qu'il y a là. Donc, on pourrait s'envisager tout cela. D'accord, il n'y a pas de problème. Sauf que ce qui va montrer que c'est un mauvais coup, ça va venir juste après. C'est-à-dire que là, voilà le coup que noir joue. Et maintenant, essayez de deviner en fait le coup que va jouer justement Sakata Eio. Le coup est en Kema. Et ici, il faut bien noter une chose, c'est qu'en fait, blanc ne tue pas les pierres de noir. Il ne peut pas tuer la pierre en E3, quoi qu'il arrive. Et du coup, si on voulait à tout prix la tuer, on imaginerait plutôt ce genre de coup. Sauf que cependant, c'est pas intéressant du tout, si on imaginait cela. Donc, vous voyez, par exemple, on va imaginer quelque chose dans ce coup-là. Noir est satisfait. Il a déjà réussi à relier l'ensemble, par exemple. Et blanc est enfermé dans l'entièreté de la zone. Donc, c'est pas satisfaisant pour le blanc. C'est pour ça que, justement, il est obligé de jouer ici. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas tuer cette pierre-là, mais noir a réussi à obtenir un premier coup de fermeture. Et pour cette raison ici, ce coup-là, je pense que c'est une erreur et qu'en fait, blanc aurait mieux fait de jouer le Kema, directement. Pour, justement, avoir des meilleurs follow-up. C'est-à-dire que, maintenant, blanc peut avoir ce coup-là en accès, mais également ce coup-là. Sauf que la différence, c'est que ce coup-là, maintenant, on sait, va donner l'attaque en E3. Ça ne va pas écraser un groupe et lui donner la vie par du combat. Là, on est dans de l'attaque. Donc, il y a plus de jeux à jouer et peut-être que blanc peut fixer alors les points sur cette région-là. Donc, je pense que c'est un peu mieux d'avoir joué le Kema ici. Mais on est dans un Go qui se théorise énormément en fait avec le Go moderne. Vous avez notamment les ouvrages d'Otake Hideo qui sont les plus populaires avec ce Dream Kaio. Mais par exemple, ces genres de coups, comme vous avez vu là, ou encore une fois ici,
cette forme-là qui est redonnée, c'était des formes en fait qui étaient considérées comme bonnes, vraiment. Et on préférait jouer cela en lisant les points de coupe éventuels plutôt que de jouer une forme qui ne se faisait pas couper. Il y a vraiment une dimension qui est, disons, une volonté d'être virtuose dans le combat. Et on est très loin finalement de cela avec Kato Masao qui lui pragmatise le jeu et veut juste une séquence efficace et directe. Voire même si elle est courte, c'est encore mieux pour lui. Et justement, on a cette opposition de deux générations qui se fait maintenant entre Sakata Ayo qui a 49 ans et comme j'ai dit Kato Masao qui a alors 22 ans. Et donc il y a ce coup-là qui se pose et voilà le coup que va jouer Kato Masao maintenant qu'il a obtenu la fermeture. Donc c'est assez génial. C'est-à-dire que oui, en effet, Noir peut venir ici et fixer une partie du bord. Il peut venir également ici et fixer une partie du bord. Mais c'est plus pragmatique que cela. C'est-à-dire que si on regarde le coup d'avant, là on possédait cet ensemble de directions. Noir retire juste une direction. C'est pas un coup pour essayer de se moquer de blanc en menaçant de jouer ce coup-là, c'est pour refaire la même forme comme vous voyez ici. C'est vraiment un coup d'attaque. On est dans du strict au niveau des termes. Et là, ici, Sakata Ayo a envisagé deux coups. Selon lui, les deux coups ont la même valeur, entre 1 et 2. Mais il trouve que le coup en 2 est peut-être mieux, il n'en est pas sûr, parce qu'en fait, il va dans la direction de noir et du coup, blanc est plus actif sur le plateau. Alors, la grande question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment le cas? En fait, si blanc vient en A, probablement que noir peut simplement continuer l'attaque du groupe et continuer de retirer les directions de manière progressive. À ce moment-là, blanc devrait alors stabiliser la forme, et disons que c'est pas du tout agréable ce qui peut se produire. Alors blanc qui protège, ici ça sert à rien de protéger là, parce que noir ne peut pas couper facilement, donc blanc va juste se relier ici. Et disons que c'est pas une séquence qui me semble si incroyable que cela pour le blanc. Noir viendrait probablement là maintenant pour fixer l'entièreté du bord. Donc cette séquence, en effet, ça a pas l'air bon, mais je pense pas que ce coup-là soit bon non plus. C'est-à-dire que la justification de ce coup est de faire des points, de jouer dans la direction de noir, et derrière d'aider le groupe stable de blanc. Enfin le groupe faible, excusez-moi, de blanc. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il vaut quand même mieux partir du principe qu'on va aider ce groupe faible. En revanche, je sais pas exactement comment le stabiliser. C'est-à-dire que, personnellement, je commencerais plutôt avec un coup dans ce goût-là. Mais pour imaginer comment donner la suite, ça semble relativement compliqué, je crois. Donc, bref, voilà ce que Sakata Ayo s'apprête à jouer, et du coup on a continuation de déformation, et noir joue ce coup-là. Et j'aime beaucoup, et justement Sakata Ayo continue dans cette idée, c'est-à-dire que il veut sortir à l'extérieur, mais se donne la possibilité, plus tard s'il relie là, de pouvoir faire un œil local. Donc il n'y a toujours pas de problème, et noir va tout de suite vibrer, et disons qu'il y a une question qui s'est posée, que notamment Otake Hideo a posée, c'est-à-dire pourquoi ne pas faire année ici pour blanc? Et je pense qu'en fait, la question, si elle devait se poser, ce serait avant. C'est-à-dire que je vais vous montrer la séquence la variation qu'a proposée Otake Hideo à la fin de la partie. C'est-à-dire de venir ici, on pousse, on clampe, et là on va pousser éternellement, et c'est ok. Maintenant, on vit tout de suite pour noir, et vous voyez, c'est un ko. Sauf qu'en fait, blanc n'a pas vraiment de menace de ko. Noir va vivre, par défaut. Sauf que là, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi Sakata Ayo n'a pas joué cette variation-là. Et il y a une raison qui est très précise et particulière. C'est-à-dire que Sakata Ayo, s'il n'a pas joué ce coup-là, et cet échange, c'est tout simplement parce qu'en fait, dans ce cas-là, on aurait estimé que la partie était mauvaise à cause du Hane. Et que du coup, c'était l'erreur de la partie. Donc Sakata Ayo a préféré laisser l'éventualité de faire un coup peut-être moins bon, mais qui au moins ne bâclerait pas la partie. C'était ça apparemment l'objectif qui était donné. En tous les cas, malgré tout, ça n'empêche pas que la question se pose dès à présent en fait en vérité. Pourquoi ne pas faire le Hane? Et disons qu'il y a plusieurs façons de penser, c'est-à-dire que noir pourrait couper ici, simplement, et venir poser la taille. À ce moment-là, blanc qui descend, et noir a plusieurs éventualités. Donc on pourrait imaginer ceci, blanc qui tourne, noir qui connecte, et blanc qui viendrait là. Comme vous voyez, noir capture les pierres. Donc blanc, dans ce cas-là, va simplement en fait tourner. Et noir protège la forme, et blanc qui capture. Pour une fois qu'on ne doit pas faire le tournoi H5, justement, c'est pas... Sauf que c'est pas très bon pour blanc. Parce que noir, finalement, peut continuer à remettre l'attaque, et blanc n'a plus de potentiel ici, sachant que le Sensen est toujours ouvert.
Mais en fait, noir peut également jouer d'une autre manière. Je vous prie de m'excuser, enfin, tac. C'est-à-dire qu'ici, on peut jouer d'une autre façon plutôt que de jouer cela, c'est-à-dire jouer ça. Alors que je me souvienne bien... Non. Euh, D'abord ici, c'est-à-dire que si noir connecte, blanc peut jouer ça. Noir qui vient ici, et blanc doit mettre l'Atari. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre l'Atari? Tout simplement, si blanc vient tout de suite ici pour essayer de menacer la capture des pierres, ok, il y arrive, mais ici en revanche, il se passe un grave problème, c'est-à-dire que blanc ne fait jamais vivre ces pierres-là. Comme vous voyez, c'est dramatique. Donc il y a plusieurs façons de penser, hein, mais si on connecte ici, comme vous voyez, noir va capturer, et si blanc vient ici, c'est la même chose, donc tout part à volo, entre guillemets. Les formes lâchent. Donc l'Atari est essentiel en fait ici à jouer pour blanc. Donc on drive, sortie ici, noir qui continue de pousser, blanc qui peut pousser, on déforme une fois, et noir peut avoir son CNT ici. Et c'est bon, blanc fait un meilleur bord. Sauf que ici, en vérité, blanc perd la partie s'il joue comme ça. Pourquoi cela? Tout simplement parce que noir en fait a déjà fixé trop de points. Donc il peut continuer à remettre l'attaque et plus tard fermer ses différents bords, celui-ci et celui-là. Donc blanc ne peut pas. Et c'est pour ça en fait que du coup Sakatayo a préféré jouer un jeu en patience, de cette façon-là. Donc c'est assez horrible. Et là disons qu'il y a un coup un peu mécanique qui va venir, c'est-à-dire que noir retire la gueule de tigre. C'est vraiment pas nécessaire, je pense que noir peut, plutôt que de jouer cela, simplement donner suite en fait à son go, comme il envisageait, et continuer d'attaquer. Mais je pense que ça, c'est un coup mécanique. Pourquoi j'y pense? Parce que justement, ils vont jouer un prochain coup qui est très en automate aussi. Donc blanc qui répond aussi, et voilà le coup que noir joue tout de suite. Et c'est assez malin de jouer ce coup-là, c'est-à-dire que par le coup de contact, noir veut se renforcer ici. Mais plutôt que de donner une attaque directe en 1 ou en jouant 2, il veut être sûr, encore une fois, que les positions vont être favorables. Donc s'il se stabilise ici, bah plus tard quand il va attaquer ce groupe blanc, il va fixer tous les points, par défaut. Donc c'est l'objectif en fait que recherche ici Kato Masao. Et alors, blanc va jouer ce coup-là. Et honnêtement, pour avoir regardé tous les coups locaux possibles, il semblerait que celui-là soit le meilleur. Donc double année, et voici l'erreur qui va se poser en fait par blanc. C'est-à-dire que noir ici en fait a fait un overplay. Pourquoi? Tout simplement si blanc connecte ici de cette façon, bah, noir est obligé de protéger et revenir à sa forme ici, comme vous le voyez. Sauf que blanc en fait peut notamment venir... Alors juste, excusez-moi, peut venir ici, première chose, oui, mais il peut également venir ici. Pourquoi je vous dis qu'il peut venir ici? La réponse elle est simple, c'est-à-dire que noir protège la J et blanc peut ensuite essayer de tenter la vie. À ce moment-là, le groupe, comme vous voyez ici, n'est pas en attaque et flottant. Blanc pourrait jouer B aussi pour essayer de se relier. Là, c'est plus pour essayer de faire une vie locale, ce qui est très compliqué honnêtement. Je sais pas comment ça vit. Mais en revanche, ce que je sais, c'est que ici il y a un point de coupe, ici il y a une capacité de reliure, ici il y a un œil. Et maintenant, la seule question que je me pose, c'est est-ce que ça va devenir un œil ou pas? Ici. Donc c'est tout cet ensemble de possibilités qui se donnent. Mais je pense que du coup ce coup-là est un overplay et que noir aurait mieux fait de tourner. Sauf que probablement noir n'a pas voulu cela, la raison étant compliqué à déterminer. Peut-être que... non. Si, peut-être. Ah, peut-être que ça. Ça devait le déplaire. Mais... du coup la question est de savoir qu'est-ce que noir aurait dû jouer. Même si ce coup-là semble bon. Mais peut-être que du coup ce soit le problème, du coup la conclusion viendrait de ce coup-là, qui ne serait pas très bon en fait, malgré tout. Et peut-être alors que noir ferait mieux de jouer directement là, vu que le problème de forme vient à cause du Tsuke. Désolé, je suis fatigué, c'est la chaleur. Donc en fait ici blanc va jouer là. Et c'est on va dire le coup qui va rendre la partie presque perdue définitivement pour blanc. Parce que noir en fait a eu son plan. Il voulait driver le blanc pour obtenir une force et pour attaquer, ou alors fixer les points comme je vous ai dit. Et blanc du coup va devoir accepter. Et le coup scellé va être posé pour le prochain coup, comme vous avez vu celui-ci. Et ce coup scellé est reconnu pour être un des coups scellés les plus longs à avoir été réfléchi. Pourquoi? Parce que comme vous voyez, c'est un Atari sur 3 pierres, donc il est évident que blanc va sortir, mais Sakatayo a joué ce coup en 47 minutes. En vérité, il est allé voir en fait Kato Masao et Otake Hideo pour discuter en prenant un café et s'est mis à rigoler en disant que tout le monde allait se moquer de lui pour avoir joué un coup si évident en autant de temps. Mais malgré tout, à ce moment-là, il était très curieux d'essayer d'en apprendre plus sur qui était Kato Masao.
Et disons qu'on arrive sur la fin, on va dire, du commentaire, c'est-à-dire que voici un moment qui devient très compliqué à partir de là. Et les deux joueurs, donc Kato Masao et Sakatayo, ont conclu à ces différentes possibilités pour le blanc, par ordre de préférence. C'est-à-dire que selon eux, là, le meilleur coup serait à jouer du coup en 1. Et c'est compliqué à envisager. Donc on va déjà regarder le coup en 1. Si on coupe, ici, selon Sakatayo, ce serait le meilleur, à cause de cette séquence. Parce que blanc, en fait, peut simplement revenir pour capturer les pions de noir au centre. Donc noir va connecter, blanc qui continue enfermement, et voilà. Selon Sakatayo, apparemment, ici, blanc renverse la partie et gagne la partie. Et Kato Masao est assez d'accord avec cette opinion. Sauf que c'est très compliqué à envisager. Pourquoi? Ici, si vous comptez, noir possède 52 points, blanc en possède 53,5. Sachant que noir a l'initiative, et en fait, il y a un problème de forme en A pour le blanc, si noir y joue. Le coup en A est assez, en B, excusez-moi, le coup en A est assez ravageur et menaçant pour la base de vie du blanc. Et noir a juste un timing à gérer, c'est-à-dire en 1 et en 2. Donc c'est pas du tout évident en vérité que blanc gagne. Mais je pense que c'est simplement parce que Sakatayo se sentait confiant à jouer une partie d'IOC très rapidement. Ce que justement Kato Masao voulait éviter de ce qu'il a déclaré parce qu'il se savait très mauvais au IOC. Et du coup il a répondu qu'apparemment il aurait joué cet angle vide pour donner cette séquence. Et blanc alors trouve sa vie, peut essayer d'attaquer le noir, mais noir peut facilement vivre en A. Le groupe ici n'est toujours pas inquiété en vérité. Parce que noir en fait a trop de capacité de jeu ici, donc la faiblesse en triangle est à manager certes, mais ça peut se jouer. Noir peut encore continuer l'attaque. Donc par conséquent, était venue une autre séquence selon les deux joueurs, c'était celle-ci. Poser la table. Et simplement revenir là. Et en fait pour les deux joueurs, ils déclarent qu'en fait la partie est perdue. Parce que noir peut toujours revenir en Sensan, et blanc a l'air d'être décédé ici, même s'il a fait quelques points en plus là. Donc c'est pas bon. Et voilà ce qu'a joué Sakatayo. Donc, noir qui vient ici, il y a un combat, on sépare les formes, et Sakatayo essaie de trouver un ko, et il le trouve enfin ici. En vérité, noir peut tout simplement simplifier la partie ici. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, ce coup-là ne fonctionne pas pour blanc. Ici, comme vous le voyez. Noir peut simplement revenir tuer les pierres. Sauf que noir a pas voulu jouer ce coup-là et a préféré jouer directement ce coup-là. Et la raison étant que pour lui, c'était plus intéressant sur le moment de continuer le combat pour essayer d'attaquer ce groupe-là. Donc blanc qui va essayer de déchirer ce coup-là, venu. Et ici, comme vous voyez, il y a un ko qui va se présenter au nord. Sauf que ce ko-là est en fait assez gros, mais il y a un point vital à tenir. Pourquoi il est gros? Justement parce que comme vous voyez, il peut capturer les pierres ici. Tac, blanc qui vient. Et maintenant, le ko vaut déjà plus rien parce qu'il n'a pas assez de valeur sur le CNT. Donc la partie va se jouer et comment vous dire ça? En vérité, blanc va perdre de 7,5 points. C'est-à-dire que, d'ailleurs c'est un moment assez particulier, c'est à ce coup-là je crois, si je fais de mémoire. Non, c'est à quel moment? C'est plus tard que ça va venir. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir, je vous montre un petit peu la partie. C'est bon, je me souviens de la forme. Tac, c'est apparemment, semble-t-il, je suis désolé, à ce moment-là, jusqu'à plus tard, en fait, que Sakatayo va déclarer quelque chose, c'est-à-dire ne pas vouloir vieillir, encore une fois, mais surtout, en fait, il va y avoir, soi-disant, un changement dans la personnalité de Sakatayo, qui va alors se redresser et jouer avec beaucoup plus de légèreté. Pourquoi est-ce que les médias disent ça? Tout simplement parce qu'en fait, blanc va réussir à entraver la vie de noir et menacer sa vie ici. Comme vous voyez. Et en fait, ici, apparemment, noir va tout de suite fermer les positions. Parce qu'il a paniqué au niveau de la survie de ses groupes pendant l'IOC. Ce qui fait en vérité toute la force de Sakatayo, de savoir comment gérer ce IOC. Mais en revanche, il y a autre chose que j'aimerais vous montrer avant de terminer la vidéo. C'est-à-dire que Sakatayo a déclaré avoir joué malgré tout un mauvais IOC. Ce qui est probablement vrai. Notamment parce que ce coup-là, par exemple, est le coup que blanc aurait vraiment dû jouer dès le début. Pourquoi cela? Tout simplement parce que ça touche à la base de vie de noir et ça conserve sa base de vie. Sauf que je suis pas certain que le coup donne en vérité la victoire ou quoi que ce soit. Mais en revanche, il y a autre chose qui est à regarder, ça va venir un peu après. Alors il faut que je vous la trouve cette séquence. Donc comme je vous disais, en fait, il y a une séquence cachée qui va apparaître en fait lors des commentaires de cette partie, c'est-à-dire que, en fait, malgré tout,
celles que je vous ai montrées, il y en a une en particulier, c'est celle-ci. C'est-à-dire que à la suite de la partie, Sakata Io va exprimer ses sentiments en ces mots. J'ai joué un coup de fin de partie terrible, dis-je trop stupide. Et il va regretter énormément son jeu et va avoir pensé ne pas avoir montré son meilleur go. Kato Masao déclarant qu'il est également de cet avis. Selon lui, Sakatayo n'a pas montré en vérité le meilleur de son jeu. Et justement, Sakatayo va proposer en fait cette dernière séquence lors du commentaire partie, donc une partie qui s'est jouée, comme je vous ai dit, sur 2 jours du coup, à cause du coup scellé en coup 47, donc qui a duré plusieurs heures, mais également en plus, malgré tout, un commentaire qui s'ensuit qui va prendre quelques heures. C'est-à-dire celui-ci, on met la taille sur des pierres et blanc en fait va menacer de tuer les pierres. Noir venant ici, blanc va accepter l'échange. Et selon en fait Sakata Io, la partie serait beaucoup plus abordable pour le blanc, ce qui est probablement vrai. La raison étant que blanc en fait réussit à capturer ses pierres de coupe en faisant vivre ses pierres, mais maintenant ces pierres-là sont moins dangereuses finalement à sauver, puisqu'elles sont moins nombreuses. Donc ce serait un sacrifice envisageable pour le blanc, sachant qu'il y a le point de forme ici qui se situe en vérité en N17. Sauf que ici malheureusement, c'est-à-dire que cette variation-là en revanche n'a pas été contredite par Kato Masao, mais la raison que je me pose c'est pourquoi est-ce que noir ne reviendrait pas là? C'est-à-dire que si on imagine la suite de la partie, comme elle s'est jouée, à ce moment-là, on se demande à quoi en fait ont servi l'échange A et B. Et en fait, l'échange A et B n'a pas servi à grand-chose parce que l'œil que blanc peut se faire ici goter, il l'avait déjà au départ, comme je vous l'avais montré sur la variation. Et ça soulève en fait la question du point vital qui était localisé en L18. Mais malgré tout, cette partie s'est jouée autour de cette séquence pour Sakata Io. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas la jouer, mais il l'a envisagée tout du long, durant sa partie. Et disons-le comme ça, malheureusement pour lui, il va alors se heurter cette fois-ci à un obstacle pour Sakata Io, puisque justement, c'est-à-dire que si jusque dans les années, justement, milieu des années... Alors, tac, 1968, c'est à partir de cette date-là qu'il ne perdra plus jamais face à Go Seigen, un adversaire qui a été très compliqué pour lui à vaincre. Et en fait, alors qu'il se pensait cette fois-ci au mieux de son jeu, il va rencontrer un nouveau joueur en la figure de Kato Masao et ne parviendra jamais en fait à le surpasser. Et disons que c'est un peu l'histoire quelque part de Sakata Io d'avoir rencontré des obstacles tout au long de sa carrière et avoir continué à essayer d'être humble pour réussir à faire le mieux. Mais il n'empêche que cette partie-là est celle qui va faire le plus remarquer Kato Masao comme étant un grand exploit et va montrer toute l'amplitude de son jeu au niveau de cette capacité d'attaque. Et c'est justement de lui dont on tient cette idée justement de ne pas laisser de gros faibles. Généralement, on pense énormément à lui parce que sous-entendu, on pense à la capacité que l'adversaire pourra avoir à nous attaquer. Et du coup, voilà. Alors, je suis désolé pour le commentaire de cette partie qui a été incroyablement long. Je vous avouerai que ça a été compliqué de tenir en longueur sur tout le commentaire, parce que je suis fatigué et puis la chaleur n'aide pas du tout à la réflexion. Mais bon, j'espère que cela a pu vous satisfaire au moins un minimum, et auquel cas, il me reste plus qu'à vous souhaiter une nuit. Bonne nuit à vous.